Je me suis fait virer de l'école à 15 ans, je faisais tellement tout le temps des conneries, ils m'ont dit écoute, c'est soit on porte plainte contre toi, soit tu pars. Du coup, je suis parti. Et j'ai fait plein de petits boulots qui sont quand même très durs physiquement. Donc finalement, je changeais de travail tous les 3-4 mois. Et là, je me suis dit non, mais je vais pas continuer comme ça, c'est pas possible quoi. Et je me suis dit bon, c'est pas grave, ça passe ou ça casse. J'avais à peu près 25-30 000 francs de côté que j'avais mis durement pendant des années. Je me privais énormément. Je partais pas en vacances, je faisais quasiment rien les week-ends. Quand je te dis rien, c'est rien. Je fais moins de 5 millions, mais je fais plus de 2 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui. En termes de marge, je dois tourner à peu près à 45-50%. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Anthony. Salut Alec. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça fait super plaisir de t'avoir ici sur le podcast. On vient tous les deux d'Avanches là en ce moment. C'est super drôle. C'est incroyable. Vrai. La première fois que je t'ai rencontré, c'était, je sais même pas te dire. Alors l'année. Moi, je m'en souviens, t'inquiète. C'était au Leader Top Fitness. Oui. À Juvisy, tu t'entraînais, puis on avait tapé la discute. On s'était super bien entendu, on avait un bon feeling les deux. Ouais. Après, je crois que t'étais encore employé à ce moment-là. Moi aussi exact, d'ailleurs. Exact. Et puis après, on s'est recroisés quand t'ouvrais ton entreprise. Et puis moi aussi à Avanches. Je me souviens du moment. Je me souviens même de l'endroit dans la salle où on a discuté. T'étais coach dans la salle, etc. Ouais, exactement. Moi aussi, tu faisais la machine à PEX, je crois. Si Exact. Et tu l'as un petit peu plus fait que moi, visiblement. Quelques années que j'y suis aussi à la mais du coup, plus sérieusement, je sais même plus en quelle année c'était. Ça devait être en 2013, 2014, dans ces eaux-là, je pense. Je pense par là. Exactement. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, heureusement. Il s'est passé énormément de choses. Et pour la petite anecdote, pour donner du contexte, tu sais, souvent, moi, dans mon parcours, dans mon histoire, dans les podcasts et les interviews que je donne, je parle souvent d'un de mes premiers clients business physique qui était une salle de sport. Et en fait, c'est toi. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est pour ça que je suis super content aujourd'hui de pouvoir te mettre en lumière comme il se doit, toi et ton parcours, parce qu'il est vraiment fascinant. Et félicitations pour ce que tu as su construire. Aujourd'hui, certes, tu as été un client, tu es devenu un ami. On s'entend super bien parce qu'on a aussi des valeurs qui sont communes, une passion pour le business, l'entrepreneuriat, l'investissement qui est commune également. Je suis super content en plus là que tu sois à Dubaï quelques jours. Je t'ai donné une liste comme ça d'activités à faire. C'est bien que tu le mentionnes. Pour l'entrepreneuriat, en vrai, en fait, tu fais partie aussi d'avoir animé ma passion parce que tu sais, honnêtement, quand j'ai ouvert ma première salle, moi, c'est mon objectif ultime. Mais je te parle ça quand j'étais gamin, tu sais, quand j'étais adolescent, je voulais absolument ouvrir une salle. Ouais. J'avais vu le business par abonnement, puis dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est cool, quoi. Tous les mois, t'encaisses de l'argent. C'est régulier. C'est pas comme une entreprise en chantier où tu dois faire des mandats. Des fois, tu sais pas si les gars vont te payer. Puis finalement, oui, il y a beaucoup d'argent en jeu, mais t'encaisses pas nécessairement beaucoup et tu peux aussi perdre beaucoup. Ouais. Tandis qu'avec un fitness, c'est très, très, très difficile de perdre de l'argent finalement. Tu ne peux pas en gagner, mais tu vas difficilement en perdre. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vrai que quand je vais voir mon fitness, c'est vraiment toi qui a su me remotiver, on discute un petit peu les deux. Et tu m'as donné envie d'ouvrir d'autres, en fait, tout simplement. Parfait. On va en parler justement, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu as un très beau parcours d'entrepreneur, d'investisseur également. Tu as plusieurs salles de sport en Suisse. Elles cartonne. On en parlait tout à l'heure en off. Les seules raisons des désistements de tes salles de sport, en général, c'est parce qu'il y a trop de membres, justement. Alors, pas sur toutes. Pas encore sur toutes. Mais la première, c'est le problème principal. Ouais, justement. Et même, tu es occupé là, à racheter des fitness également, voir différentes choses pour continuer à développer. Et franchement, c'est beau. Donc, je suis super content de t'avoir ici. Merci à toi pour l'invitation, surtout, Alec. Je suis content d'être là avec toi. Parfait. Rentrons dans le vif du sujet. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Anthony, j'ai 31 ans malheureusement déjà, le temps passe trop vite, et j'ai commencé l'entrepreneuriat à 25 ans, j'ai ouvert mon premier club de sport, c'était très compliqué, je pense qu'on développera un petit peu plus après. 6 ans déjà. Ouais, 6 ans déjà, exactement. Ensuite, j'ai ouvert une deuxième salle en commun avec 3 autres investisseurs, j'ai vendu mes parts là-bas, ça s'appelait Central Gym, c'est à Romont, petit coup de pub aussi. Par la suite, j'ai ouvert avec un associé aussi à Orbe, une petite ville en Suisse, et puis j'ai fait d'autres petits projets où j'étais mandaté pour aider à ouvrir des clubs, et puis là récemment j'ai repris un club qui existe depuis 40 ans sur Neuchâtel, qui s'appelait à l'époque Visogym. Si vous habitez en Suisse, ça vous parlera de toute façon si vous avez fait du fitness dans la Suisse romande.
Et puis là, j'ouvre prochainement avec un associé aussi, qui est l'actionnaire majoritaire sur ce nouveau type de business. C'est une nouvelle chaîne qu'on est en train de mettre en place avec lui. Et on ouvre le premier de Montreux le 12 juin, normalement. Ok. Donc en plus dans des grandes villes, quoi, à chaque fois. Voilà. Non, alors moi, mon créneau principal pour l'usine Neuchâtel, Montreux, c'est quand même... Oui, mais ça va plutôt être des petites villes, tu vois, par exemple Orbe, Village. En fait, moi, le but, c'est que quand je m'insère, quelqu'un puisse pas s'insérer derrière. Ok. Et faut savoir qu'en ville, les fitness ont beaucoup ce problème-là. Même si t'as un club qui cartonne, quelqu'un peut arriver très rapidement derrière toi et pas forcément te racler, mais même si tu prends 20% des clients, c'est quand même compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Puis souvent, il y en a 1, 2, 3, 4. Et en ville de Lausanne, c'est typiquement ça, quoi. Donc là, par exemple, même à Neuchâtel, je suis à Saint-Blaise, en fait, je suis à l'entrée de la ville. Donc je suis pas directement à Neuchâtel. Je peux pomper un petit peu les gens de Neuchâtel, mais je vais viser principalement le jeu d'Autrive, Saint-Blaise. Tu m'avais fait visiter. À l'entrée. Puis d'ailleurs, c'est super quand t'as vu. C'est grand. Voilà. Donc pour me présenter, je suis un entrepreneur qui ouvre plutôt des business physiques. Et voilà. Puis je suis aussi dans les cryptos quand même en tant qu'investisseur. Ouais. Plutôt bien positionné en crypto depuis un petit... J'ai eu la chance d'être là au début, en 2017, c'est sûr, et de faire beaucoup de rachats aussi en 2018 quand j'ai ouvert ma société et que ça marchait. C'est un des premiers trucs que j'ai fait, c'est racheter de la crypto, puis Dieu merci. Et voilà, quoi, aujourd'hui on est là. Parfait. Bah écoute, franchement c'est top et tu le mets en avant. Tu as plus des business physiques. On va pouvoir rentrer dans le détail, dans les entrailles du business physique, de comment ça évolue, des problématiques auxquelles tu as fait face, le recrutement, les concurrents, le marché, les reprises, les rachats, certains qui sont en faillite, le fait que justement tu puisses tirer profit et créer des opportunités au travers de tout ça derrière, parce qu'il faut savoir saisir les opportunités et sans forcément se réjouir du fait que ça va moins bien à gauche, à droite. C'est plutôt justement voir comment évolue le marché puis savoir se positionner intelligemment pour devenir plus fort. Et ça, c'est super intéressant. Mais du coup, la première des questions que j'ai envie de te poser, c'est quel a été le déclic qui fait que tu es passé de ce coach dans cette salle de sport que j'ai rencontré en 2013, 2014, peu importe, et que tu étais du coup, je crois, encore en formation à ce moment-là. Moi, j'étais salarié, etc., où je démarrais mes petits projets à gauche, à droite et autres. Je me mettais au sport avec un pote. Et le moment où je vais tout simplement, parce que c'était une bonne surprise, tu vois, pour l'anecdote, je lance ma boîte 2017, mon agence de marketing. On n'a pas encore fait grand-chose, mais on sait qu'on est en capacité d'aider. Et là, j'apprends qu'il y a une salle de sport qui s'ouvre bientôt. Pour moi, c'était génial parce que ça faisait des années que je rêvais qu'une salle de sport s'ouvre dans ma vie. Fribourg, c'était ça. Exactement, à chaque fois. Donc 15-20 minutes de route en voiture, 1 heure en bus, enfin 30 minutes en bus, 1 heure en train, horrible. Et du coup, ou alors je devais aller du côté de Morat, ou alors Payerne, compliqué, tu vois. Bref. Et je me balade, là j'ouvre la salle de fit, elle était encore en travaux et autres choses, entrer, tu vois, comment je vais faire. Et là je te vois et du coup je me souviens de qui tu es naturellement, mais à la base je savais même pas que c'était toi derrière, tu vois. Et c'est assez incroyable, cette histoire. Donc quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de coach en salle de sport en train de finir tes études, ta formation dans ce métier-là pour devenir coach sportif à je crée ma salle de fitness, alors qu'en plus c'est un gros montant d'investissement d'ouvrir une salle de fitness. C'est compliqué pour démarrer en tant que salle de sport. Et puis maintenant, c'est encore pire qu'avant, donc j'ai bien fait de faire ça avant. En fait, c'est tout simple. Alec, à la base, moi j'ai fait, tu le sais, toi, moi j'ai fait beaucoup de travail de merde. Je suis quelqu'un qui me suis fait virer de l'école à 15 ans. D'ailleurs, pour petite anecdote drôle, si tu veux, l'école m'avait dit... je faisais tellement tout le temps des conneries, ils m'ont dit écoute, c'est soit on porte plainte contre toi, soit tu pars, parce que t'as pas 10 ans, on peut pas te virer. Enfin, j'avais pas le nombre d'années. Puis du coup, je suis parti, c'était plus ça. Puis là, je me suis retrouvé à 15 ans à l'école, à bûcheron dans la forêt. Bon, j'ai compris que j'avais fait une connerie, mais voilà, fallait quand même assumer maintenant. Et j'ai fait plein de petits boulots, je vais pas dire de merde, parce que c'est péjoratif pour les gens qui font ce type de travail, mais qui sont quand même très durs physiquement et qu'il faut tenir sur du long terme. Et ça, c'est pas facile en vrai. Et après, j'ai bossé pour des agences intérim, j'ai fait du montage de piscine, j'ai fait destructeur en bâtiment, j'ai fait foreur. Donc quand je te dis les métiers durs, j'en ai fait vraiment beaucoup. Après, je faisais ça à l'époque parce que j'étais jeune et ça payait, tu vois, je veux dire, quand t'as 16-17 ans et on te donne 5000 balles direct. Bon, après, pour ceux qui nous écoutent, c'est en Suisse, on n'est pas en France non plus. C'est tout de suite super intéressant, mais je me suis rendu compte que j'arrivais pas à tenir sur du long terme. Donc, et constamment. Donc finalement, je changeais de travail tous les 3-4 mois. Alors, c'était une période que j'ai trouvé agréable. Qu'est-ce qui fait que tu tenais pas sur le long terme? Parce que finalement, le fond du problème, c'est que j'aimais pas mon travail. Donc, même si t'étais bien payé, quand t'aimes pas ton travail, c'est dur. Et moi, je le vois tous les jours en étant dans un fitness. Je rencontre des gens qui, des fois, gagnent très bien leur vie, mais ils aiment pas leur travail. Et souvent, ces gens-là, ils tiennent 3, 4, 5 ans, puis ils finissent par bifurquer, quoi. D'ailleurs, j'ai un client qui gagne très bien sa vie, là, qui a fini par devenir coach aussi,
quitte à gagner 3 fois moins bien sa vie. Ouais. Et du coup, c'est la problématique, c'était ça. Donc en premier lieu, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose que j'aime, sur lequel je peux tourner sur du long terme. Le fait de bien gagner sa vie, ça viendra après. Et là, du coup, je me suis formé, j'ai fait une première formation privée en fitness, et par la suite, j'ai commencé à travailler pour Let's Go, puis par la suite, je me suis engagé dans le club que tu connaissais à Fribourg, qui n'existe plus, qui a fait faillite récemment d'ailleurs. D'accord. Malheureusement. Et voilà. Puis après, pour le switch entrepreneur à employé, c'est tout simple. En fait, j'ai fait ma formation. Je me suis dit à la fin de ma formation, je vais visualiser la situation idéale. Et si je n'y arrive pas, c'est à moi de mettre les actions en place. Et en fait, la situation idéale, je me suis dit, dans le meilleur des cas, j'aurais fini ma formation. Si j'arrive à faire encore un brevet, donc tu es déjà sur 5-6 ans d'études, je vais me retrouver dans une salle à la gérer pour 5, 6, peut-être 7 000 francs. Surtout que moi, je suis une merde en langue, donc je ne sais pas parler anglais ni allemand. Ensuite, c'est compliqué. Et je suis même pas sûr que je réussi à atteindre ces salaires-là à cause des langues. Tu vois. Pourtant, j'étais très compétent en tant que coach. Et là, j'ai fini ma formation. Et avant de finir la formation, en fait, les 3 derniers mois, j'ai déjà fait un business plan. Et là, je me suis dit, non, mais je vais pas continuer comme ça, c'est pas possible, quoi. C'est juste de la torture. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, on tente, ça passe ou ça casse. Si ça passe pas, ma foi, j'irai vivre dans un autre pays. Alors bien évidemment, ça m'aurait bien emmerdé vis-à-vis de ma famille, de mes amis, etc. Mais sur le coup, je l'ai fait puis c'est passé, quoi. Je vois. Et donc là, tu te dis, je vais m'en sortir et je vais trouver les moyens de créer justement ma propre salle de sport et lancer mon business. Donc tu as le courage de le faire, etc. Et tu te dis, de toute façon, l'autre type de vie ne me convient pas. Et donc, exactement. J'ai pas le choix. Lancer une salle de sport, tu le disais, c'était déjà assez compliqué. Ça l'est de plus en plus. Ça coûte de l'argent. Tout à fait. Beaucoup d'argent. Où est-ce que tu as trouvé les fonds et comment tu as fait pour démarrer lorsque tu démarres de zéro? Tu n'as pas forcément des centaines de milliers de francs de côté. Comment tu fais? Non, vraiment pas. Alors, il faut savoir qu'une salle de sport, à l'époque, avant le Covid, je vais réadapter maintenant, mais c'était 1000 francs par mètre carré. Donc nous, avant, j'en ai 950 mètres carrés. Tu veux ouvrir 950 mètres carrés, c'est 950 000 francs. Et t'es pour quelque chose de basique. T'es pas sur quelque chose de plus ou d'exceptionnel ou de très bien. Donc c'est quand même compliqué. À l'heure actuelle, on est quasiment à 140 francs, 1400 francs le mètre carré. Wow. Donc... suivant quelle salle de sport tu ouvres. 40% de plus qu'avant. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Puis d'ailleurs, j'ai discuté avec le directeur de One Air en France. Je sais pas si tu connais One Air Fitness, c'est une chaîne qui cartonne en France, qui a ouvert il y a 4-5 ans, c'est une franchise. Et eux, c'est même plus, ils sont presque à 2000 € le mètre carré. Après, ils font des trucs vraiment incroyables. C'est vraiment propre visuellement. Au niveau des machines, ils ont le Graal. Mais voilà. Ok. Et du coup, comment on fait pour démarrer sans rien quoi. Alors à l'heure actuelle, je ne saurais pas te dire. Mais à l'époque, moi j'avais à peu près 25-30 000 francs de côté que j'avais mis durement pendant des années. Je mettais 5 à 7 000 francs de côté par an en formation. Donc je faisais un petit peu de coaching à gauche à droite. Et puis quand j'ai un petit peu d'argent, je le mettais de côté. Je me privais énormément. Je partais pas en vacances. Je faisais quasiment rien les week-ends. Quand je te dis rien, c'est rien. C'est genre tu vas faire promenade ou tu as une copine machin, mais je n'allais pas en boîte. Vraiment, je dépensais pas d'argent. Donc j'avais ces 30 000 francs d'apport qui bien évidemment n'ont pas du tout suffit. Ça reste entre nous. J'avais dû faire un crédit entre pour une nous voiture. Et les quelques entre milliers, nous et quelques milliers de viewers. Mais j'avais dû faire un crédit pour une voiture que bien sûr j'ai jamais acheté. Et ça m'avait permis d'avoir à peu près 60 à 70 000 francs de plus. Okay. Donc ça m'a permis d'allonger. Ouais, d'apport, exactement. Ouais. Après, par exemple, on parlait de coût fini, c'est 950 000, mais c'est le coût final. C'est-à-dire qu'en fait, une bonne partie, tu peux le prendre en leasing ou étaler les paiements. Donc c'est la première solution. Moi, heureusement, comme j'étais déjà dans le milieu, j'avais déjà des contacts avec les fournisseurs de machines. J'ai pu avoir un fournisseur de machines qui croyait en moi. Et comme j'avais un loyer très bas, qui était prêt à prendre des risques de ne pas être payé, entre guillemets, pour me poser le parc machine. Donc là, j'ai pu déjà mettre 450 000 francs en parc machine que j'ai pas posé de fonds, quasiment. J'avais posé 10% à l'époque, donc 40 000 francs à peu près. Je sais pas, c'est très raisonnable. Et puis après, j'ai fait beaucoup les travaux avec mon papa. Mon papa était très bricoleur. Mon petit frère est plâtrier. Donc, ils m'ont filé un bon coup de main, tu vois. Par exemple, le parquet que tu as vu dans la salle, on l'a tout posé nous-mêmes. On l'a fait à la main. Ça a duré des jours et des jours, mais on l'a fait, quoi. Il y a beaucoup de matériel aussi. On a essayé d'acheter en faillite, de trouver des opportunités. Par exemple, les miroirs. Il faut savoir que c'est 1000 francs par mètre carré des miroirs. Ah, c'est cher, les miroirs. Ouais, et dans une salle de fit, tu as vu qu'il y a beaucoup de miroirs. Ah, ouais. Là, et puis, les clients qui lâchent leur haltère et qui pètent un miroir, ça rend fou, non? Alors, heureusement, c'est les assurances. Mais en tout cas, moi, j'ai pas encore eu le cas dans mes clubs, mais où je travaille. Ça doit rendre fou. Moi, je me disais, mais ça rend fou. Parce que je connais le prix des miroirs, c'est quelque chose. Alors, c'est pire quand tu te pètes les machines ou d'autres trucs. Où là, c'est un petit peu plus compliqué. Les miroirs, ça va encore. Généralement, l'assurance rentre en compte et puis c'est réglé, quoi. Et par exemple, les miroirs, à l'époque, je les avais achetés pour 100 francs dans une faillite. Et j'avais genre, je sais pas, 30 mètres carrés de miroir. Tu vois, à la vente,
t'as 30 000 balles, quoi, en gros. Même un petit peu plus, quoi. Donc tout de suite, t'as trouvé les astuces, en fait. T'as été débrouillard. J'étais obligé, en fait. Je peux même te raconter une petite anecdote qui était assez drôle. J'étais avec... j'ai un de mes meilleurs amis qui est Christian aussi, qui t'avait donné un coup de main. Tu vois, typiquement, c'est le genre de choses qu'on fait que j'ai pu aussi ouvrir. Hein. Et mon ami me dit, ouais, Anto, faudrait peut-être une sono, là, au niveau du fit. Et je lui dis, ouais. Puis il me dit, ouais, ça coûte quand même entre 4 et 5 000 francs. Puis il me dit, ouais, t'as combien? Puis j'ouvre mon porte-monnaie, je lui dis, bah j'ai 100 balles. Puis il s'était mort de rire, il dit, tu te fous de ma gueule. Puis je dis, mais non. Puis là, il y avait un pote à mon petit frère à côté, mon petit frère, puis mon père. Puis je dis, ouais, y a personne qui a un home cinéma à la maison? Puis le pote à mon petit frère, ouais, moi j'ai un vieux home cinéma qui a 6 ans, je te le fais pour 100 balles. Je dis, bon, bah voilà, problème réglé. Et d'ailleurs, pour petite anecdote, on l'a changé l'année passée. Ok. Parce que comme il y avait de la résonance dans la salle. Elle était du côté où tu fais les abdos, là. Exactement, ouais, exactement. Mais après, finalement, tu vois, c'est un petit peu ridicule dit comme ça. Les gens, mais ça fait le travail, ils en ont rien à foutre. Ils veulent du bon matériel, tu veux juste de la musique, du son, et puis ça fonctionnait très bien. C'est ça. Tu sais que jamais je me suis dit c'est une sono de truc cinéma, jamais. Alors que j'ai été client dans ta salle et à de nombreuses reprises. Après ça a passé aussi, tu sais, parce que comme la salle est grand hauteur, c'est vraiment une halle industrielle, hein, pour imager ça aux gens, il y a une résonance. Donc c'est vrai qu'en cinéma finalement ça s'intégrait parfaitement, quoi. Et puis après ça c'est souvent des coûts aussi dans les salles où ils exagèrent, les gars vont mettre des sonos à 20, 30 000 francs. Faut quand même penser qu'il y a un coût d'amortissement derrière, quoi. Donc si tu dois changer ta sono dans 7 ans, t'as foutu 30 000 balles dedans. C'est un fitness, c'est pas une banque. Je sais pas si tu vas réellement le rentabiliser, tu vois. Donc c'est toutes ces petites choses là, quoi. Et puis voilà, quoi. Après, par contre, faut savoir aussi que quand j'ai ouvert ma salle, je devais quasiment 170 000 francs ouverts. Hein. Okay. Donc moi j'ai ouvert ma salle, j'avais des trous ouverts de tous les côtés. D'ailleurs quand j'ai ouvert, j'avais même pas fini le parquet. J'avais plus d'argent pour, il manquait des bouts de parquet dans un endroit de la salle. J'avais même plus d'argent pour poser ça. Ce qui m'a sauvé aussi, c'est la pré-vente d'abonnement. J'ai directement mis le site en place. Il y avait une forte demande dans la région, ça s'est senti tout de suite. Et j'ai vendu entre 76 et une centaine d'abonnements directs. Et quand j'ai rouvert, c'est le recarton, donc j'en ai revendu une centaine directs. Et du coup j'avais énormément de cash dès le départ et j'ai pu renflouer tous les trous, réinvestir, etc. Puis en plus c'était ça la problématique, c'est comme ça a directement bien marché. Moi j'avais un trou vert et en plus je devais réinvestir pour suivre la cadence si je voulais continuer de faire de la croissance, tu vois. Donc c'était un petit peu compliqué à gérer la première année, mais fin de la première année c'était déjà bon, quoi. Je dirais après 8 semaines l'entreprise était stabilisée, puis fin de la première année on était bien, quoi. Magnifique. Ouais, très rapidement tu as eu un certain fond de roulement et puis c'est ça. Après ça c'était aussi possible parce que j'ai très bien géré mes charges et tout, avant de me dire je me lance, ça passe ou ça casse. J'ai quand même fait mes calculs, hein. Je n'ai pas fait ça avec un loyer à 50 ou 60 000 francs en me disant je vais ouvrir le fil de mes rêves, on verra bien. Non, j'avais quand même un business plan qui était solide. Et moi, tu le savais, j'ai repris en fait, des locaux d'une entreprise qui n'était pas encore en faillite, mais qui était en grosse difficulté financière, puis qui voulait à tout prix les remettre. Et eux, ils étaient là depuis 15 ou 20 ans. Donc en fait, le loyer était décorrélé de la valeur réelle du marché. La valeur de mon local, je paye 4 000 francs par mois, hein, je peux te le dire. Hein. Il y a 1000 mètres carrés du coup. Et au prix actuel du marché, là, on sera en 18 et 19 000 francs à Avanches. Je ne parle pas en ville de Lausanne. Par mois. Ouais, exactement. Plus les charges, etc. Et là, dans le loyer, les charges inclus. Donc il y a le chauffage inclus. Wow. Et en plus de ça, j'ai des bureaux en haut que j'utilise pas, que moi je sous-loue. Donc ça va venir amortir mon loyer. Donc au final, je me suis retrouvé avec un loyer en Suisse qui est misérable, tu vois, par rapport à un fitness. 5 fois moins cher, quoi. Ouais, bah en plus avec la location du bureau, même pas, tu vois, ça me faisait un loyer à 2000 balles. Donc c'est ridicule. Moi j'avais mon ancien patron, il payait plus entre 18 et 25 000 francs pour donner une tranche et pas donner le coût exact. Et les locaux étaient pas très très beau par rapport à Avanches, quoi. Clairement, c'est incomparable. Tu as fréquenté aussi, exactement. Et en vu les deux, c'est incroyable parce qu'en fait, tu vois, finalement, tu as un gros objectif, tu as énormément de problématiques pour ça, et c'est une succession en fait de solutions que tu vas venir trouver, créer, générer, qui te permet aujourd'hui d'en être là où tu en es, mais finalement même déjà d'avoir juste créé ta salle et la lancer. Et c'est beau, c'est une belle première leçon justement. Je me pose aussi une question que je t'ai jamais posée. C'est, moi je me souviens encore le moment où je pousse la porte de la salle qui est encore en travaux, et puis il y a 2-3 de tes potes qui sont là, qui sont en train d'essayer de faire les travaux et tout, et je te rencontre, et du coup salut et tout machin. Donc toi tu démarres, moi je démarre finalement, donc on parle plus ou moins le même langage, et on comprend vite qu'on est tous les deux en mode vas-y, on veut faire des trucs cool. Et qu'est-ce qui fait que, parce que moi je me souviens, mon discours était le suivant, je t'avais demandé comment tu vas voir stratégie ta d'acquisition promo, exact, et tu me dis je sais pas, on va faire peut-être des pancartes, de la radio, du ci, de ça. Qu'est-ce qui fait que tu m'as fait confiance finalement? Alors il y avait deux choses. Déjà au niveau de l'acquisition, je me suis pas vraiment fait de soucis parce que déjà t'as vu qu'un site qui avait un référencement SEO qui était un peu catastrophique, on va pas se mentir, et puis tous les autres facteurs, comme j'étais bien placé, la localisation déjà va amener beaucoup de monde sans t'embêter. Et ça je vois, le trafic naturel c'est quand même super important. Parce que si tu as une salle tout misé sur ton marketing pour amener les gens,
ça peut se faire, mais ça va être très compliqué, je trouve. Et après, quand on a parlé, en fait, tu m'as vraiment semblé directement t'y connaître. Et j'ai vraiment eu l'impression, quand on a fait une discussion, que tu étais la personne dont j'avais besoin à ce moment-là, clé. Et du coup, c'était exactement le cas. Parce que moi, j'étais vraiment décorrélé des réseaux sociaux. Tu sais, je m'en fiche un petit peu. D'ailleurs, c'est toujours un petit peu challenge que ça a été pour te créer un compte. Ouais, le My Business, etc. Ouais. Et puis toi, t'es arrivé, tu m'as directement dit comment faire et tout. Tu m'avais l'air clair et sûr de toi. Je me suis dit, bon, c'est le bon, c'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, après, on l'a fait. Les résultats étaient directement là, quoi. Donc, c'était génial, quoi. Et en plus, c'était vraiment la bonne époque parce que typiquement, Facebook, ça marcherait moins bien alors aujourd'hui à cause des coûts par clic, etc. Ouais. À l'époque, on était, je sais plus, du 11 centimes du coup par clic. C'était incroyable. C'était ridicule. La visibilité, puis le retour sur investissement qu'on avait, c'était incroyable. Autant c'est déjà un petit peu plus compliqué. Les barrières à l'entrée sont différentes, c'est clair. Et justement, quand tu arrives dans un marché, que autour de toi, pour que les gens comprennent, parce que la ville dans laquelle tu t'es implémenté, c'est la ville dans laquelle moi j'ai grandi. Alors ville, c'est un gros mot. Ouais. On parle d'un grand village. Un grand village, ouais, c'est ça. Maintenant, ça fait quoi, 7005, 8000 habitants? Non, t'es optimiste. Ah ouais? Non, à l'époque, on était à 4000 et quelques. Puis maintenant, aujourd'hui, on doit être à 5 ou 6. Après, il faut savoir que je suis très optimiste. Moi, je me rends pas compte, c'est un quartier à Dubaï. C'est un immeuble à Dubaï. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. C'est sûr que toi qui as beaucoup voyagé et tout, c'est difficile de calculer le bassin de population, d'avoir une vraie vision. Après, en Suisse, la Suisse n'est pas très grande, dans le sens il y a un autre village à côté qui fait exactement le même bassin de population. Donc, tu as 5 ou 6 aussi. Tu as 3 4 autres petits villages, tu arrives encore à un autre même bassin de population. Et finalement, le bassin de population était quand même assez important. Mais c'est pour ça que personne n'a ouvert de salle, parce que c'était pas assez regroupé. Et du coup, je pense qu'il y en a qui estimaient qu'il y avait un rapport risque qui était élevé. Alors, c'est pour ça que les gens ouvrent souvent en ville, ce qui était finalement une connerie, quoi. C'est clair. Et justement, tu vois, moi je vois, pour que les gens aient du contexte, il y a cette fameuse ville dans laquelle tu as ouvert. À peut-être 10-15 minutes, il y avait un fitness. À Saint-Aubin, par exemple, je pense à lui. À Payerne, on en avait 2 ou 3. À Morat, il y en avait un aussi là-bas. Tu vois, donc en fait, c'était vraiment l'endroit idéal. L'angle mort. Vraiment l'angle mort. Et au fur et à mesure du temps, tu as aussi causé du tort, entre guillemets, à ces différents acteurs, parce que tu es arrivé dans cet angle mort, tout ce bassin de population qui n'avait pas le choix, en fait, finalement, d'aller chez eux, sont venus chez toi parce que c'était beaucoup plus impratique, 2, avantageux, 3, clairement... Moins cher aussi au début. Moins cher au début. En plus, tu avais franchement une super salle. Hein. C'est une grande salle dans une usine, avec un haut plafond, les machines sont top, t'es sympa, H24 ouvert en plus. Donc, tu vois, beaucoup d'avantages qui font que, même moi, premier utilisateur et un des premiers clients de la salle, j'étais heureux d'avoir cette solution. Quels ont été... je sais qu'il y en a eu les différents bâtons dans les roues que tu as pu avoir justement de tes concurrents autour de toi qui ont fait que c'était pas forcément des plus agréables. Alors j'en ai beaucoup, je te garde le meilleur pour la fin. Mais dans le cas de Avanche, si tu veux, mon concurrent, il se nourrissait principalement de Avanche, justement, et de Don Didier, alors qu'il était extradé à cette région-là. Et du coup, forcément, quand j'ai ouvert, les gens, ils n'avaient plus besoin de prendre la voiture, donc le choix est vite fait. En plus, comme tu dis, la salle était plus grande, moins chère, mieux équipée. À côté de la gare. Donc c'est tous ces facteurs-là qui fait qu'au final, voilà. Après, bien sûr, ils ont raconté n'importe quoi. L'ancien patron, une fois, j'ai une maman qui était venue le matin qui me disait que en fait, le patron là-bas lui racontait que je vendais de la coke parce que c'était pas possible d'avoir des prix comme ça et un parc machine comme ça. Mais bien sûr, le gars était pas au courant que j'avais un loyer qui était éclaté. Et c'est ça qui me permettait de jouer sur ce genre de choses, tu vois. Et il y a eu ça, donc ils ont essayé un petit peu de salir la réputation. Je crois qu'ils ont à peu près tout fait. Hein. Après, où ça a été le plus compliqué, où vraiment un concurrent a tout essayé pour me flinguer, c'était à Orbe, si tu veux, parce qu'en fait, il y avait un gars qui était au centre-ville. Lui se déplaçait en bas du centre-ville. Le gars était très antipathique, la salle était mal gérée, petite. C'est pas pour faire dénigrement. Hein. Si, par exemple, dans la salle de Morat, elle est très très bien, la salle de Morat. Je n'ai pas dénigré, c'est une super salle. Mais là, c'est vraiment pas le cas. C'est une des pires salles, je pense, en Suisse romande. C'est aussi pour ça que je voulais ouvrir là-bas. C'était une proie facile, on va dire ça comme ça. Et lui, il s'est déplacé en bas de la ville. Puis nous, on a rouvert avec un énorme fitness où il était avant, à côté. Donc on a directement raclé toute sa clientèle, hein, ça s'est fait aussi instant. Et en fait, lui, il faut savoir qu'en Suisse, il y a beaucoup de procédés pour ouvrir une salle, notamment des mises à l'enquête. Je pense qu'on en parlait un petit peu après. Ça, c'est des choses que les gens ne se rendent peut-être pas compte, ou des choses qu'on n'a pas en France ou à Dubaï. J'y mets en France ou à Dubaï, je discute avec les gens, tu peux ouvrir très très vite rapidement. Là, je pense que si on s'y prend pour ouvrir une salle ici, dans 2 mois, on est ouvert. En Suisse, il y a des mises à l'enquête. Dans 2 semaines, t'es ouvert. Voilà, tu vois, c'est ce que je dis. En Suisse, t'as des mises à l'enquête. Des fois, juste pour une demande d'autorisation, t'es sur 2 mois. Une demande d'autorisation. T'as encore même pas fait le procédé. Hein. C'est juste la demande d'autorisation. Faut savoir aussi qu'en Suisse, une commune peut simplement dire non, on veut pas de salle de sport. Puis c'est réglé, il n'y a pas de salle de sport. Hein.
Tu vois, c'est un petit peu les bémols du business en Suisse, je dirais. Puis en fait, le concurrent, quand j'ai lancé ma mise à l'enquête, donc la demande d'autorisation pour pouvoir exploiter une salle de sport, je devais changer d'affectation, c'est une banque, donc je vais passer d'une banque à un fitness. Hein. C'est deux affectations qui sont complètement différentes. Puis derrière, un architecte, il y a les sorties de secours, il y a tout ce qui va avec, les normes feu, c'est très compliqué en Suisse, ils sont chiants pour tout, les normes lumière, vraiment des normes pour tout. Et lui, en fait, il payait les gens pour qu'ils aillent faire opposition. Donc je me suis retrouvé avec 34 ou 35 oppositions, je sais plus. Donc j'ai dû les lever une à une. Et bon, j'ai pris l'avocat ma foi, et j'ai convaincu un petit peu les gens, puis à la fin la commune a compris qu'il y avait un conflit d'intérêts. Et le gars c'était tellement, je m'excuse du terme, mais voilà, qu'en fait si tu veux après il a fait recours au tribunal fédéral, ça c'est l'étape d'après. Donc tu peux faire opposition, l'opposition ça se lève, en fait tu perds du temps parce qu'il faut la traiter, ils vont regarder si elle est justifiée ou non, dans le sens il y a des gens qui faisaient opposition qui habitaient même pas la ville. Donc tu vois, bon la commune était là, bon. Et le recours au tribunal fédéral, si tu veux, le but c'est que toi vraiment tu dis que ça te plaît pas et tu veux le tribunal, puis en fait ça peut geler ton projet jusqu'à 2 ans. Mais le problème, c'est que pendant ces 2 ans, il faut payer le loyer, il faut payer les machines, il faut payer les employés, et tu ne peux pas exploiter. Donc ça peut vite être la mort d'une entreprise. Et en fait, il a payé un gars qui habitait à côté 5 000 francs pour faire une opposition au tribunal fédéral. Et en fait, moi j'ai pris un avocat, si tu veux, puis l'opposition au tribunal fédéral, elle était basée sur les travaux. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à terme aux travaux, et je les ai refaits après, pas très légalement, enfin je les ai finis après, pas très légalement, 4 ou 5 semaines après. Puis du coup, comme l'opposition était sur les travaux, elle n'avait plus lieu d'être. Mais tu vois, c'est ce genre de trucs qui auraient pu nous mettre à mal en vrai. Mais bon, voilà, on a trouvé des solutions comme d'habitude. Comme d'habitude, tu trouves les solutions. Et justement, typiquement, lorsque cette personne met tous ses bâtons entre toute son énergie, vraiment tout ce focus, est-ce qu'il y a un risque pour elle finalement? Est-ce qu'elle a dû payer quelque chose ou... Alors en fait, non, là pas, parce qu'en fait, comme il a payé un gars qui était fort opposition, non, tu vois, cette personne nous la voit après, elle est devenue cliente au FIT. D'accord. Le paradoxe de l'histoire. Incroyable. Et incroyable. Et puis non, par contre, en fait, lui m'a attaqué après pour concurrence déloyale. Je l'ai démonté au tribunal. Et puis là, par contre, il a dû me payer. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est assez extraordinaire. Et ça, c'est la réalité. Quand on t'entend parler, justement, on se rend compte que la réalité du terrain, la réalité du business, c'est la jungle. Tout à fait. Et il faut en avoir conscience. Et puis, c'est que le meilleur gagne. Et ce mindset, justement, de jungle, de battant, de ci, de ça, tu en avais conscience lorsque tu as lancé ton premier business ou pas du tout? Non, pas du tout, mais après, disons que j'étais pas non plus illusoire, dans le sens je me disais pas je veux une entreprise, ça va être tout rose et tout. J'avais conscience du travail que c'était, du volume de travail que c'était au début en tout cas, et que ça pouvait être une espèce de traversée du désert. En fait, moi je trouve que c'est le meilleur truc pour imaginer une entreprise, c'est une traversée du désert. Toi t'es persuadé qu'il y a un oasis, tout le monde te dit que t'es con, et peut-être qu'il y a un oasis, mais peut-être qu'il n'y a pas, ou peut-être qu'il faudra marcher 5 ans pour le trouver cet oasis, tu vois. Ouais. Et là c'est le meilleur exemple que je peux te citer, quoi. Donc non, après tu sais j'étais sportif, donc j'avais quand même... le bon mindset. Ouais, exactement, j'ai toujours été sportif, je pense que ça m'a beaucoup aidé sans que je m'en rende compte en vérité. Ouais, non, c'est clair. Ensuite, du coup, donc tu as l'usine fitness à Avenches qui marche bien. Oui. Et justement, après, tu te dis rapidement, je veux développer d'autres fitness. Exactement. Il y a Orbe, il y a Saint-Blaise, Montreux, normalement, justement, le 12 juin. Ouais. Et là, comme je t'ai dit avant, on devrait reprendre un club à Lausanne d'ici septembre-octobre. Ouais. Et pour la plupart des gens, on pourrait se dire, ah ouais, il évolue vite, il avance vite, etc. Mais pour moi, où à chaque fois que je reviens en Suisse, on essaie de se voir, ou on échange, on discute, ou parfois par WhatsApp, etc., même si on est tous les deux très occupés, je vois que tu prends vraiment le temps à chaque fois d'analyser les opportunités, de savoir que tu vas pas faire d'erreur, de négocier. Vraiment, tu es devenu un négociateur. Alors pour les loyers, mon gars, si tu dois négocier un loyer, appelle-moi. Je te fais du 50% sur ton loyer. Et ça, c'est presque à chaque fois. Je les massacre. J'ai ton numéro. Hein. Ouais, non, mais ton numéro. Le jour où je reviens en Suisse, je t'appelle pour négocier. Tu vois, typiquement, juste pour ça, pour l'arrêt des loyers, ça c'est quelque chose d'important. Moi, je vois beaucoup de gens écouter ça. Puis les gars, en fait, ils sont toujours en position de faiblesse. Ils vont demander un bail, ils sont un petit peu dans leurs petits souliers parce qu'ils savent pas si le bailleur, au niveau financier, va accepter, etc. Et en vérité, ils ont totalement tort parce que la plupart du temps, en tant que locataire, tu es en position de force. Il a un loyer vide, tu viens résoudre son problème. Donc moi, si par exemple je vois une salle, je prends un exemple, je prends l'exemple à Montreux, ils en voulaient 13 ou 14 000 francs, je sais même plus, mais c'était super cher. Il y avait 2 locaux qui étaient vides depuis une année ou 2 avec le Covid là, donc c'était vraiment comme ça, les locaux collés l'un à l'autre. Et moi je leur ai dit, écoutez, on vous reprend les 2 locaux. Vous nous faites combien? Parce que moi je vous prends les 2. Puis le gars il a baissé son froc, il m'a dit je sais pas 10 000 balles par exemple, 14 000. Puis j'ai dit ok, puis maintenant si je vous prends un bail sur 5 ans, il a rebaissé le prix, ok. Puis si maintenant je vous reprends un bail sur 10 ans, tiens. Et puis là forcément il est obligé de baisser le prix. Puis moi j'ai fait une offre bien plus basse, au début je fais une offre à 6 000 francs qui était ridicule, je fais exprès. Et pour finir on a statué à 7 003 ou 7 006 avec les charges.
Ok, donc typiquement dans cet exemple, tu passes de 14 à 7003. Et ça, c'est super important. Avec les charges. Avec les charges. Et ça, c'est super important pour un business physique, surtout pour un fitness, parce que tous les mois, on va gagner 7000 francs de plus là-bas qu'on aurait donné aux propriétaires. Et 7000 francs par mois, l'année, c'est pas négociable. Et sur 10 ans, c'est encore moins négociable. Négligeable, c'est 100 000, quoi. 100 000 à l'année. Exactement. Non, c'est clair. C'est super intéressant. Et justement, au-delà de cette partie des loyers, etc., quel est ton mode opératoire pour identifier les bonnes opportunités ? Typiquement, moi j'adore parce que tu sais, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui sont dans l'investissement immobilier, notamment en France ou ailleurs. Et souvent, quand tu fais de l'achat et tu viens réagencer, tu viens faire des travaux pour revendre, tu sais, ils sont super fiers de me montrer des ruines limites. Et de me dire, regarde, là, t'as le plafond qui est en train de s'écrouler, là, t'as ça, là, t'as ça. Et lorsque tu m'as fait visiter le fitness à Neuchâtel, alors c'était pas du tout en train de s'écrouler, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ressentait le fait que c'était une vieille salle, que ça faisait longtemps que la personne était là et qu'elle avait un petit peu négligé certains endroits, notamment je pense à une partie des vestiaires où tu avais les jacuzzis qui étaient plus utilisés depuis un certain temps, une grande partie du local qui était complètement abandonné, qui était utilisé en stockage, plein de choses comme ça. Et clairement, tu vois ici que toi, tu identifies tout de suite les opportunités et que tu arrives à te visualiser, tu arrives à te projeter. Mais comment tu fais pour trouver ces bonnes opportunités ? C'est quoi ton mode opératoire au final ? Et surtout, on peut raconter aussi l'histoire de Neuchâtel parce que je sais que ça a été des mois et des mois d'échanges et de négociations. Alors, quand tu dis opportunité, est-ce que tu veux que je te développe une opportunité dans le sens sur un achat d'entreprise ou sur une création d'entreprise ? Parce que c'est quand même différent, c'est deux types d'opportunités différents. Ouais, c'est clair. Là, en l'occurrence, c'est plus du rachat. Pour du rachat, en fait, c'est tout simple. Pour faire quand même un calcul de bassin de population, une analyse concurrentielle, quand même regarder quel concurrent t'as. Dans le cas du Viso Assemblaise, en fait, c'est tout simple. C'était un club c'était le premier fitness sur le canton de Neuchâtel. Il a cartonné pendant des années. Et la seule raison, puis d'ailleurs, il marchait presque encore, alors que le fitness était en roue libre depuis des années. Il n'y avait aucune gestion depuis des années, et il tournait encore. Donc bon, quand tu viens à faire une entreprise où il y a zéro gestion et que l'entreprise tourne encore, t'es là, bon, il y a quelque chose à faire déjà. Dans ce cas de figure, il y avait de nouveau le loyer. Là-bas, on peut le dire, j'ai un loyer de 9000 francs pour 2500 mètres carrés avec une cinquantaine de places de parc. Je pense que tu peux te lever tôt le matin pour trouver ça n'existe plus. D'ailleurs, les fitness sur Neuchâtel avec des places de parc, ça n'existe pas tout court, à part nous, puis notre concurrent à côté. Et puis justement, à côté, on avait un concurrent qui a pu se renflouer parce que ce club ne tournait pas, si tu veux. Donc c'est tous ces aspects-là qui ont fait que je venais. Et le dernier aspect, c'est l'aspect géographique en fait. C'est pas très loin d'Avenches. Du coup, moi, ça me permettait de clôturer un bassin de population. Toi qui connais un petit peu la Suisse, c'est tout ce qui est Cudrefin, tout le tour du lac. Du coup, avant, c'est des clients qui hésitaient avec un concurrent à Avenches. Puis maintenant, ils sont là. Mais si on passe sur Neuchâtel, pourquoi on irait chez le concurrent ? On habite là. Quand on est là, on peut aller à Avenches. Et quand on va sur Neuchâtel, on peut aller sur le club Bassin Blaise. Et ça, c'est quelque chose qui marche très fort en ce moment. Enfin, qu'on voit que les clubs qui permettent de bien renflouer la société. Et c'est tous ces aspects-là, quoi. Donc tu as mutualisé tes clubs, c'est-à-dire que si j'ai un abonnement pour Avenches, je peux aussi aller là-bas ? Alors en fait, toi ça je te l'ai pas expliqué, moi ça fait une année là que j'ai développé un système, je suis le seul en Suisse à l'avoir. En fait, si tu veux, avec une carte ou une empreinte, tu as accès à tous les clubs. C'est-à-dire que dès que j'ouvre un club maintenant, avec ton empreinte, tu peux aller là-bas, tu te scannes, ça marche directement. En fait, j'ai fait un truc centralisé. Et toi, tu connais peut-être en Suisse la chaîne Non-Stop Gym. C'est une très grande chaîne de fitness. J'adore leurs produits. C'est un low cost. Et en fait, ils ont un concept un petit peu comme nous, 24/24, avec Matrix, machin. Et eux, par exemple, c'est ça, mais en plus chiant. C'est-à-dire, j'ai regardé ce qu'ils font eux. Oui, tu as une empreinte, mais chaque club, tu dois avoir un code. Et le code, si tu te renseignes pas à l'avance et tout. Donc ça veut dire que si tu bouges finalement même dans un autre club à Lausanne, ça risque d'être compliqué de rentrer s'il n'y a pas du personnel à la réception, tu vois. Et moi c'est ce que je voulais pas, c'est peut-être me faire créer de la friction. Voilà, je voulais peut-être pas m'embêter, enfin je voulais pas, je préfère me faire un petit peu plus chier sur le court terme, puis que sur le long terme ça soit plus viable, que faire un système plus simple sur du court terme, mais que sur du long terme ça devienne invivable, tu vois. Et après, avant, on a parlé de la croissance. Non, moi, je trouve que je vais plutôt lentement au niveau de ma croissance, mais je fais toujours une croissance quand même assez mesurée. Et après, il y a aussi le bémol qu'on a quand même on a perdu quand même 2 ans avec le Covid. C'est clair. Il n'y aurait pas eu le Covid, j'aurais en tout cas 2 ou 3 clubs de plus, ça je te le dis. On va parler après du Covid justement, parce que business physique, salle de sport, Covid, beaucoup malheureusement l'ont très mal vécu et ont dû déposer le bilan, voire c'était très complexe, voire tout perdre. Un point important aussi à évoquer, c'est quand tu as un business et que tu l'ouvres H24, surtout un fitness. Bon, il y a des caméras certes, mais comment tu fais pour te protéger d'un comportement qui ne serait pas forcément approprié par certains membres ? Est-ce que tu as eu des fois des cas de vandalisme ou des choses comme ça ? C'est une des premières... Oui, des petites choses. Après il y a aussi des petites choses qui ne sont pas méchantes. Je prends un exemple, tu as peut-être le client qui va bidouiller pour essayer de tirer un cadre pour mettre sa musique.
Tu vois, c'est en rien méchant, c'est un petit peu chiant pour nous, mais c'est en rien méchant. Ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Il faut juste l'accepter, le prendre en compte, puis peut-être regarder si on peut mettre des solutions pour que ça n'arrive plus, simplement. Ensuite, on n'a jamais eu de gros cas de vandalistes, mais moi, dans tous les cas, je préfère quand même donner l'accès à 99% de mes clients et pas taper sur les doigts parce qu'il y a un client ou même pas 1% qui fait des conneries. Alors bien sûr, des fois, on est obligé de le faire, mais la plupart du temps, c'est pas grave, je le prends en compte et puis fini. Après, on est comme dans un pays aussi qui est relativement bien la Suisse, t'as beaucoup d'assurances, de procédures juridiques pour te protéger s'il y a quoi que ce soit. Donc je pense pas que ça soit un gros problème. D'ailleurs, la preuve, c'est Non-Stop qui est 24h sur 24 à Lausanne, à Genève, etc. Je pense qu'ils ont plus de problèmes que nous, ils continuent dans ce format-là, c'est qu'il y a ses raisons, quoi. Ouais, complètement. Un autre sujet aussi, il faut savoir que le business des salles de sport, il est basé sur le fait qu'ils ont conscience, qu'ils savent que les gens vont prendre des abonnements mais pas venir. Alors ça, c'est vrai, pas vrai. Ça dépend les villes. En France, c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Parce que, par exemple, en France, on va compter 4 à 5 clients par mètre carré. Et en vérité, si ces 4 ou 5 clients par mètre carré viennent, c'est impossible que tu tiennes même déjà 2. En Suisse, on calcule autrement. On calcule un client par mètre carré. Un client par mètre carré, on peut... normalement, la salle, bien sûr, va être un petit peu saturée, mais c'est plus ou moins jouable. Alors bien sûr, des fitness qui respectent pas ça, typiquement les locaux, souvent ils s'en foutent, comme ils baissent le prix, ben forcément pour leur rentabilité, ils vont arriver à 2 ou 3 clients, et c'est là que ça pose problème et que tu as des salles blindées. Donc voilà quoi. Ok, je vois. Et en termes de pourcentage alors j'ai, par exemple, sur avant, je peux te le dire, j'ai à peu près 25% des gens qui viennent pas. Donc tu vois, c'est assez raisonnable. En fait, c'est pas qu'ils viennent pas, c'est juste des gens, par exemple, qui vont me dire, moi ce dimanche, peut-être une fois par mois, je vais aller courir le dimanche, je m'en fous, je paye un abo. Donc voilà, ou des gens par exemple qui ont de l'argent, peut-être comme toi, qui vont voyager, etc. Puis qui se disent, écoute, moi je suis en Suisse 3 semaines par année, je m'en fous. Et j'en ai aussi des comme ça. Donc sur ces 25%, tu vois, faut voir. Alors non, nous je veux pas là-dessus, moi le but quand même c'est que mes clients viennent et soient contents. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de renouvellement et de contrats qui continuent quand tes clients viennent que quand tes clients viennent pas. Mais bien sûr. Et justement, quand tu fais parce que je sais que ton taux de renouvellement, par exemple à Avanches, est super élevé. On parle surtout de ce club-là parce que c'est le premier historique, donc il y a plus de data. C'est quoi le pourcentage de renouvellement en général dans un club comme le tien ? Avant le Covid, on avoisine presque 70%, quoi. Sur les contrats annuels. Là, les peu de résiliation que j'ai, c'est parce que des gens déménagent en général, donc ça va type 1, tu vas gagner déménage à Lausanne. Bientôt on pourra résoudre ce problème, mais là tout de suite pas trop. Et aussi parce que la salle, il y a beaucoup de monde, quoi. Et ça, t'expliques aux gens que moi je suis en train de refaire un CSR, j'ai investi beaucoup en matériel et tout pour pallier ce problème. Mais t'expliques aux gens que ma foi, quand t'as un club qui marche, ça fait partie du jeu aussi, tu vois. Ouais, je me rends pas compte, mais c'est vrai que moi j'ai encore les bons souvenirs de quand je venais le matin tôt ou autre. Alors c'est sûr que de toute façon la salle est jamais saturée, hein. C'est aussi pour ça le problème d'un fitness entre guillemets et de saturation, c'est que la plupart des gens vont finir le travail et venir après le travail. Exactement, je pense que si je viens à 19h ça doit être quelque chose. C'est mort. C'est mort. Même moi des fois j'ai essayé de trouver mon train à 19h, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pour ça que là j'ai beaucoup investi pour pallier à tout ça, quoi. Puis que mes membres soient satisfaits aussi, c'est quand même important. Puis pour finir, pour revenir au renouvellement, c'est ça qui permet d'avoir un taux de renouvellement haut, c'est que tes membres sont satisfaits. Dès le moment où tes membres sont satisfaits, ils voient que tu réinvestis, que tu développes, que machin, ils sont là, ouais mais c'est génial. Moi avant j'étais dans une chaîne, les gars en 5 ans ils n'ont pas bougé une machine, tu vois. Donc ça joue quand même un rôle important, je pense. Clairement. Tu disais tout à l'heure que tu n'as pas forcément été un bon élève à l'école, mais pourtant, je veux dire, tu as une certaine maturité, réflexion business, discernement à l'égard du fait de savoir faire, prendre les bonnes décisions, bien négocier, prendre de la hauteur sur le business, poser une stratégie, faire une analyse concurrentielle, une analyse démographique, un business plan qui est quand même supérieur à la moyenne, on peut le dire, sinon tu n'aurais pas les résultats que tu as aujourd'hui, très clairement. D'où ça te vient ? Comment tu t'es formé ? D'où tu as appris tout ça ? Alors, je sais pas si c'est un petit peu, ça faire de l'ego, mais en fait, moi j'ai juste l'impression que c'est du bon sens la plupart du temps. Typiquement pour les loyers, je vois beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui ouvrent des fitness, ils calculent pas le loyer et tout. Puis t'es là, mais c'est du bon sens, quoi. Tu prends une entreprise, tu vas calculer ton loyer, tu vas quand même faire un business plan pour voir si c'est viable, tu vas aller voir d'autres patrons pour en discuter, etc. Pour moi, c'est vraiment juste du bon sens. Après, sinon, je lis beaucoup, hein. Je lis en moyenne, à 7 ans un petit peu moins, mais avant, je lisais quasiment un livre par semaine, principalement sur le business. Quand je dis un livre, c'est pas un roman, hein. Je discute beaucoup avec des entrepreneurs, comme toi, du reste, qui m'apportent beaucoup de choses, avec d'autres types d'entrepreneurs. Puis je pense que ça permet d'avoir une réalité sur le marché, quoi. Mais non, au début, c'était vraiment juste du bon sens. Puis après, je me suis formé. J'ai commencé, en fait, moi, j'adore faire un truc, c'est faire,
même si je me casse la gueule, puis ensuite me former. Je sais pas pourquoi, tu sais, parce que j'arrive plus facilement à faire la liaison entre les choses. Par exemple, si maintenant je suis des livres en business, j'arrive vite à faire la liaison quand on parle de chiffre d'affaires, de machin et tout. Ouais. Si j'aurais pas de business et je dois lire des livres comme ça va juste me paraître barbant et je vais pas forcément réussir à faire la liaison dans mon cerveau. Ouais, c'est une bonne approche parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire du gavage d'informations et puis ensuite jamais passer à l'action. Exactement. Alors que toi, tu passes à l'action, tu cherches l'information, tu passes à l'action, tu cherches l'information, tu crées des liens. C'est plutôt ça. Alors, dans une prise de risque comme ça, je vais quand même faire un petit peu chercher l'information. Bien je vais sûr. pas passer à l'action directement, mais dans la plupart du temps, typiquement les cryptos, je préférais passer à l'action et quitte à perdre de l'argent, c'est pas grave. Puis ensuite, aller chercher l'information, que chercher l'information et puis machin. Puis pour finir, tu tournes en rond, t'es jamais sûr de toi, t'as le doute. En fait, dans l'action, faut comprendre qu'il n'y a pas de place au doute. Quand t'es dans l'action, il n'y a pas de doute. Tu t'en fiches, t'es dans l'action. Et ça, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont un petit peu du mal à le comprendre. Ouais. Non, clairement. On en parlera aussi de ce côté crypto, etc. Tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça fait partie aujourd'hui de ton quotidien, de ta vie. Oui, c'est vrai. Et c'est super intéressant, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Tu parlais du Covid. Oui. Comment tu as vécu le Covid ? Mal. Honnêtement, mal. Non, j'ai quand même perdu énormément d'argent sur le Covid. J'ai eu un manque à gagner qui était titanesque. Comme je t'ai dit avant, je pense qu'il n'y aurait pas le Covid. Genre, en tout cas, 2 salles de plus. Ça, c'est clair et net. Et voilà. Après, écoute, ça fait partie du jeu. Je me suis dit à la fin du Covid que finalement on allait voir ça positivement, puis qu'on allait profiter de l'occasion pour racheter les autres, parce que ma situation financière n'était pas du tout catastrophique par rapport à d'autres clubs. Moi, je râlais, je perdais de l'argent, mais j'étais encore rentable pendant le Covid. Il y a beaucoup de clubs qui étaient dans le rouge dès le début du Covid, après 2-3 mois, puis après 4-5 mois, ils étaient soit en faillite. À la fin du Covid, ils ont fini, ils étaient sur les genoux endettés. Ça, c'est pour ceux qui restaient. Là, on voit encore beaucoup de clubs qui font faillite après, parce qu'ils ont fait tous les crédits qu'ils peuvent, et puis finalement, maintenant, c'est la merde, faut payer le taux d'intérêt, remonter. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà. Puis je me suis dit simplement que j'avais profité de cette opportunité à la fin pour provoquer de la croissance. Peut-être une croissance, typiquement Saint-Blaise. Je te dis honnêtement, si le marché aurait été comme avant, même avec l'argent, je ne sais pas si j'aurais eu le moyen de le payer. C'est vite un club où tu dois sortir 1,5 million, 2 millions. D'ailleurs, ce club-là, les Ougo avaient tenté de l'acheter 2 millions en 4 ans auparavant et le patron avait refusé. Wow, ok. Tu vois. Donc là, moi, j'ai négocié, j'ai attendu qu'ils soient un petit peu sur les genoux, malheureusement. Ça fait partie du jeu. Et puis au moment où c'est sur les genoux, j'ai forcé le rachat, quoi. D'où ça te vient justement cette patience où tu vas analyser, identifier qu'il y a un club que potentiellement tu peux racheter et tu vas être prêt à attendre 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans peut-être, jusqu'au moment où la personne va être OK de passer à l'achat, de passer à l'acte avec ton prix. En fait, j'ai défini une stratégie sur du long terme, donc des zones dans lesquelles je dois ouvrir à tout prix. Et puis en fait, des fois, je m'acharne sur une zone et j'arrive pas à ouvrir parce qu'il n'y a pas de local, il n'y a pas de disponibilité, peut-être le patron ne veut pas vendre, tu vois. Alors je passe à une autre zone. Et puis dès que j'ai une zone que je vois où il y a moyen, finalement, je vais mettre plus d'énergie, de temps dans cette zone. Voilà. Concernant le patron là-bas, il voulait vendre de toute façon, donc moi je voulais acheter. Donc à un moment donné, c'est de peser le pour et le contre, et puis voilà. Après, c'est vrai que le problème, c'est que souvent les fitness, il y a la valeur émotionnelle, ce que je comprends tout à fait. Si demain je devais vendre mon business avant, je te cache pas qu'il y aurait aussi la valeur émotionnelle. Et c'est un petit peu ça des fois qui dure à pallier quand tu fais du rachat de club. Moi, j'ai évité un club à Lausanne à la place de celui de Saint-Blaise qu'on voulait racheter avec mon associé d'Orbe. Et puis la problématique, si tu veux, c'est que le gars, il en voulait un prix démensurel, puis il était vraiment sur les genoux. Je dis les genoux, je suis gentil, il n'avait même plus le tronc là. Et il lui restait 50 clients, le club était endetté de tous les côtés. Moi, j'avais contacté avec sa régie, ils attendaient pour le foot dehors, littéralement. Ils attendaient qu'il ne paye pas un mois pour le dégager. Et le gars, il voulait encore 200 000 balles pour... pour ça, alors c'était un trou béant à argent. En plus, il fallait coûter le coût de réinvestissement, etc. Le seul truc qui était intéressant, si tu veux, là-bas, Alec, c'était le prix du loyer de nouveau, qui était aberrant, parce que le gars était là-bas depuis 40 ans. Donc, je crois qu'il payait 5 000 balles pour un truc qui valait au jour d'aujourd'hui 40 000 francs, quoi. Wow. Et puis finalement, lui, par exemple, il n'a pas voulu nous vendre, il a voulu faire la prise de tête. Alors pour finir, moi j'avais proposé 80 000 francs, mais c'était par politesse pour qu'il dégage et qu'on fasse ça proprement, tu vois. Il n'a pas voulu, et il s'est retrouvé avec la machine sur le parking et la régie l'a viré. Donc le problématique, c'est que tu peux aussi tomber sur ce type de personnes. Et puis je ne vais pas faire des généralités, mais en tout cas l'ancienne génération de patrons de finance, c'est pas tous le cas bien sûr, il y a des gens qui sont très intelligents, mais il y a beaucoup, c'est des bobets. Ils ont juste été là au bon moment, les belles années, ils n'ont rien fait pendant 20-30 ans, ça a cartonné pendant 20-30 ans, et dès le moment où il a fallu faire une remise en question, un développement, tu vois ce que je veux dire, c'était fini. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé dans les années 2000 déjà, il y a eu un coup d'accélération sur le marché du fitness, 2010, 2013 encore pire, et puis à partir de là, c'est tous des gens qui sont tombés, quoi. Ouais, clairement. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est des bobets, parce que c'est une expression plus... je savais pas, alors excuse-moi. Les bobets, c'est plus des personnes qui n'ont pas forcément la lumière à tous les étages. Ou un idiot en bon français. Voilà, un idiot, exactement. Mais plus détaillé, je pense que au-delà de dire bobet idiot ou autre, c'est des gens qui, tu vois, comme... Ils sont plus encore avec la réalité du marché. Exactement, réalité, tu vois, comme Kodak, lorsqu'il y a les appareils numériques qui sont arrivés, ils vont rester dans leur paradigme et ils vont pas se dire, ah tiens, il y a Nokia maintenant, aussi, dans le même genre.
exactement, tu vois. Et c'est hyper important, je pense, d'évoluer avec son temps. Tout à fait. Et une des variables qui a fait ton succès aussi, c'est que tu es arrivé avec un concept de fitness innovant dont le marché avait besoin et envie. Alors en vérité, c'est pas si innovant que ça, on me le dit souvent, mais c'est juste qu'en Suisse, on est des attardés du point de vue des étrangers. Innovant pour le marché. Exactement, ouais. Innovant pour le marché suisse et le marché roman. En vérité, quand tu vas regarder, si j'aurais implanté mon marché en France, ça n'avait rien d'innovant. Non, mais c'est certain, où tu mets ton fitness à Dubaï, c'est ridicule. C'est pas le top. Ouais, non, alors c'est sûr, à part, je crois que tu vas au Dubis, comment il s'appelle celui que Binous. Binous, ouais, je vais y aller, d'accord. Je sais pas, mais il faut absolument que j'aille. Moi, j'y vais demain d'ailleurs, si tu veux venir avec nous. On va en discuter alors, avec parce grand que plaisir. ce serait avec plaisir qu'on se fasse une petite session. Carrément. Et alors, c'est sûr qu'à côté du Binous Gym, voilà, c'est pas incroyable. Après, peut-être que dans un petit quartier à Dubaï, ça pourrait quand même marcher. Mais c'est sûr que voilà, c'est pas les mêmes standings partout, quoi. Non, clairement, totalement. On est d'accord. Et un autre point aussi, c'est justement cette façon de voir la croissance, de gérer tout ça. Bon, tu as lu des livres, tu as fait des choses, voilà. Mais à un moment donné, quand tu veux te développer, c'est bien quand il y a Anthony tout seul dans sa salle qui va tout gérer de A à Z, mais au final, tu dois rapidement recruter. Alors ça, c'est une discussion qu'on a vue il y a quelques années, avec le croix de 2 ans, 3 ans, je sais plus. D'ailleurs, tu m'as donné des très bons conseils, tu m'avais dit, Anto, c'est mieux d'avoir 5 clubs ou 2 clubs à 80% qu'un club à 120%. Je me souviens, tu m'as vraiment dit ça, et c'est un des meilleurs conseils que tu m'as donné, et c'est vrai. Et au début, j'avais un petit peu ce problématique, j'avais du mal à lâcher du mou. J'étais toujours sur je veux contrôler tout, et avec le temps, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris suite à ton conseil à délaisser un petit peu. Et maintenant, j'ai fait beaucoup d'engagements. Par exemple, maintenant j'ai une comptable, parce que c'était pas du tout le cas avant. Je me souviens. Amen, hein, putain, parce que c'est incroyable. T'as tellement plus besoin de faire du truc. Et vraiment, là, maintenant, j'ai une grande liberté que j'avais pas du tout auparavant, finalement. Et voilà, quoi. C'est ça, en fait, faut apprendre finalement à déléguer. Le recrutement, c'est pas toujours évident. C'est vrai, j'ai eu 2-3 soucis avec des employés. Ça fait partie du jeu. Raconte-nous quelques anecdotes, justement, parce que, tu vois, pour donner du contexte, et c'est ça qui est beau, à la base, rien ne te prédestinait à entreprendre. T'étais loin d'être le meilleur à l'école. On t'a jamais appris ni à entreprendre, ni à recruter, ni à gérer une boîte, ni à quoi que ce soit, mais grâce justement à ta volonté, au fait d'apprendre sur le terrain, au fait de te renseigner, au fait d'être bien entouré, tu as pu mettre en place les choses. Et puis le recrutement, c'est une des plus grosses douleurs de la plupart des entrepreneurs. Non, mais je commence à le comprendre. Tu sais, j'étais épargné par ça. Parce que j'ai eu un ou deux mauvais employés dès le départ, mais j'ai aussi eu 2 bons employés dès le départ, qui quand même étaient très agréables. Hein. Et le truc, c'est que en fait, j'ai recruté quasiment tous les gars de ma classe. Okay. J'ai engagé, par exemple, mon associé à Orbe, c'était quelqu'un avec qui j'étais en cours, avec qui je m'entendais. C'était déjà un ami, si tu veux. Donc, du coup, c'est génial. Ça a toujours bien marché entre nous deux. L'année passée, j'avais engagé une fille qui est aussi dans ma classe. Là, ça me laisse pareil, quelqu'un de ma classe. Donc, tu vois, c'est. Finalement, c'est que des gens que je connaissais. Dans ta classe dans le domaine du sport, c'est ça ? Ouais, exactement. Donc, ça m'a permis déjà d'avoir une base solide. Et en fait, le problème, c'est justement ça, c'est dès que je dois recruter hors de ma classe, enfin, mon ancienne classe, du coup, là, ça devient vite compliqué. Parce que quand tu recrutes quelqu'un que tu connais, tu sais comment il fonctionne et tout, ça va tout seul. Mais dès que il y a la confiance, il y a tout ça. Exactement. Puis surtout, après, si tu dois recruter des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as une bonne confiance, tu sais que c'est des gens solides, etc. Et après, tu peux bien sûr faire des erreurs, tu vois, ça arrive à tout le monde. Mais dès qu'on doit recruter des gens sur CV, sur papier, c'est compliqué parce que la personne peut faire très bien genre d'être motivée. Là, je prends un petit exemple tout con, j'en ai 1 million des exemples. On a un apprenti qui volait dans la caisse et on l'a chopé une fois et on l'a défoncé, enfin on l'a engueulé. Après, tu sais, il est un petit peu dans sa période ado. Donc t'as pas forcément envie de le foutre à la rue du jour au lendemain, de le virer, parce que tu sais en Suisse que tu peux vite mal le prendre dans ton apprentissage, t'as l'impression de vivre un échec, etc. Je vais pas non plus le mettre dans cette situation-là, donc on l'a gardé. Il nous a revolé l'argent dans le Selecta, parce qu'on surveille la caisse. Donc le gars, il ouvrait le Selecta, puis il a tapé dans la caisse du Selecta, parce que forcément, ça tu peux pas comptabiliser tant que tu l'as pas vidé. Là, on l'a rengueulé, puis là, c'est sûr qu'ils nous ont fait une, on va le virer, tu vois. Mais on a mis plusieurs avertissements, puis on fait le nécessaire. Mais c'est vrai que c'est des petites choses comme ça, quoi. Waouh. Où j'ai eu les employés pendant le Covid, par exemple typiquement à Vanche, j'ai dû licencier une employée parce que pendant le Covid, ils ont pris le pli à rien foutre pendant 2 ans. Quand ils recommencent le travail, il faut leur donner des vacances. Attention, ça fait 2 ans qu'ils se branlent les couilles, mais quand tu reprends le travail, il faut leur redonner des vacances. Et après, c'était je voulais plus faire le ménage, je voulais plus faire ça. Puis tu vois qu'au niveau du rythme, ça suivait plus. La personne s'habitue pendant 2 ans à rien faire. Quand tu veux dire, te repasser du jour au lendemain, c'est compliqué, quoi. Puis là, pour finir, c'est sûr que t'es obligé de prendre une décision qui est pas toujours facile, mais celle de licencier, quoi. Ça, je trouve, c'est aussi quelque chose qui est assez dur en tant qu'entrepreneur. Dès que tu dois commencer à licencier quelqu'un, que tu t'entends bien avec ou pas, c'est jamais quelque chose d'agréable en vrai. Comment tu as outrepassé ce mal vécu, entre guillemets, de te dire si je licencie cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire derrière, etc. Parce que tu as un peu ce poids, cette responsabilité, tu crées aussi des liens avec tes collaborateurs à un certain moment. Comment tu as outrepassé justement ça ?
Dans la douleur. Je rigole. Oui, au début c'était un petit peu dans la douleur, mais maintenant par exemple, comme j'ai un petit peu plus de distance avec mes business, comme je suis un petit peu plus libre, j'ai plus de recul et j'ai plus ce problème-là, tu vois, parce que tu côtoies peut-être un petit peu moins la personne, et du coup quand il faut prendre une décision plus difficile, ben, c'est aussi moins difficile pour toi, quoi. Où il y a la possibilité de le faire par des collaborateurs, par une RH, ou puis ça peut aussi être une solution, quoi. C'est quoi les grandes leçons que tu as pu acquérir et que tu aimerais partager à l'égard du recrutement quand tu passes de entrepreneur qui n'a pas de collaborateurs ou très peu de collaborateurs à aujourd'hui, vous êtes combien en tout? Alors là, en fixe, on a une quinzaine. Après, avec les externes, tu sais, les gens qui sont à l'heure, on est quand même vite 35-40. Tu sais, parce que les profs de cours collectifs et tout, ça fait vite du monde à gérer quand même, sur tous les clubs en plus. Puis là, on cherche à recruter, on a recruté 2 personnes. Alors le conseil que je dis, c'est de prendre son temps, parce qu'il vaut mieux pas avoir d'employé qu'un mauvais employé. Ça, mais clairement, hein, t'as meilleur temps vraiment de prendre ton temps, de faire un gros recrutement et d'être clair avec les critères que tu recherches chez la personne. Ça, c'est aussi peut-être quelque chose que j'avais pas conscience au début. T'as tendance à recruter, tu te dis, ah voilà, il me faut un prof de philo, je recrute ça, il me faut un prof de philo qui fait la musculation des cours, et t'as pas une idée claire. Tandis que là, je vais te dire, bah, par exemple, moi, je veux quelqu'un qui a de l'initiative, je veux quelqu'un qui soit capable de gérer ça, je veux quelqu'un qui a une bonne relation avec les équipes, qui soit plutôt posé, calme. Et puis le problème, c'est un petit peu ça avec les coachs de fitness, c'est qu'on est souvent très jeunes. Tu vois, les coachs, c'est un métier de jeunes, donc on recrute souvent que des jeunes. Et quand t'es jeune, t'es pas nécessairement stable, t'as ça, autant financièrement que dans ta tête, hein. Il y a des gens oui, mais d'autres non. Et puis, bah, tu sais pas combien de temps ils vont rester, surtout. T'as ça, t'as tous les facteurs encore externes, peut-être la personne va avoir une famille, peut-être qu'il va déménager, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile dans le milieu du fitness, en tout cas, je trouve. Ouais, non, c'est clair. Un autre sujet, aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires global déployé sur les différents fitness, sur tes fitness, ça représente quoi? Comme j'ai comme des concurrents qui vont sûrement regarder le podcast, j'ai regardé d'ailleurs le dernier podcast qu'on a fait ensemble, j'avais un ou deux mauvais commentaires, c'est justement le concurrent que je t'avais dit. Ah oui. Okay. Ils sont là, oui, t'inquiète. On a fait une super interview, c'est juste. Ouais. De bûcheron à millionnaire avec les salles de sport. Hein. C'est ça. Alors, pour te donner du tranche, je fais moins de 5 millions, mais je fais plus de 2 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui. Ok. Et en termes de marge, ça dépend les salles, mais par exemple, avant, je dois tourner à peu près à 45-50% de marge, et sur les autres salles, je suis en moyenne à 30%. Ok, ce qui est super intéressant. Aujourd'hui, ça se valorise plutôt bien, une salle de sport qui fonctionne aussi bien que les tiennes? Oui, alors à la vente, en fait, ça c'est le type de commerce. Si ton business ne marche pas, à la vente, le palier de porte ne sera pas pris en compte, donc tous tes investissements que tu as fait. Par contre, si ta salle marche, ça va être l'inverse, ça va être pris en compte. Donc oui, alors aujourd'hui, par exemple, à Vanche, je pense que 1,5 million, ça partirait relativement facilement, parce que tu vas récupérer ton bénéfice en 2 ans. Tu vois, donc... Ouais. Ah non, c'est clair, c'est vrai que c'est des business super intéressants. Sans rentrer dans les détails, on a l'opportunité d'échanger, de discuter, et je peux témoigner que ça marche plutôt bien, mais finalement, c'est même pas étonnant ou réjouissant. C'est pas non plus, tu sais, le fitness, c'est pas non plus le business qui paye le plus, vraiment loin de là. Hein. C'est une industrie qui est très compliquée. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir qu'en Suisse, on est le pays qui a le plus de fitness au mètre carré sur Garde, donc c'est le pays le plus concurrentiel. En Suisse, c'est impossible de faire 10 minutes sans avoir un fitness. Tu peux aller en Valais au Jura, peut-être en de la montagne, oui, mais même là, tu vois ce que je veux dire. Tandis que quand tu vas en France, c'est un marché qui est déjà compliqué, mais en vérité, t'as vite des 20-30 minutes sans qu'il y ait des salles de sport. En Suisse, ça n'existe plus, ça. Généralement, t'en as même 2 ou 3 à 10 minutes, tu vois. Incroyable, ça paraîtrait pas, tu vois. Ouais, alors oui, la Suisse, c'est le pays qui a le plus de fitness par habitant. Ok. Et justement, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'aujourd'hui, du coup, voilà, les gens de ton entourage, comment est-ce que ça a évolué, voyant justement ton succès, voyant tout ça, parce que moi, je le vois. On vient de la campagne, toi et moi. c'est vrai. Et dans la campagne, les gens de mon entourage d'avant, moi déjà que j'étais pas très populaire, j'avais pas beaucoup d'amis. Là, j'en ai encore moins, voire aucun finalement, qui vient de mon ancienne vie. Et pour la plupart, je suis un ovni, ils comprennent pas ce que je fais. Ou alors il y a des critiques négatives parce qu'ils comprennent pas ta réalité ou ils sont pas en lien avec ta réalité. Ouais. C'est ça. Où je raconterais mon quotidien, ils n'y croiraient pas, ou ils se diraient tout à fait. Il se prend ce mec-là. Exactement, c'est vrai. Et du coup, comment déjà, est-ce que tu as vécu la même chose? Oui. Et comment tu l'as vécu? Je pense que tu disais le moment avant, il y a la vie d'avant et la vie d'après. C'est vraiment ça. Après, moi, je suis plutôt quelqu'un de discret. Donc, il y a des gens que je connaissais, par exemple, un petit peu plus de distance, qui n'ont pas changé ou pas trop changé leur image envers moi. Je dirais globalement, mes parents, bien sûr, ma famille sont très fiers. Il n'y a pas à débattre là-dessus. Et mes amis, malheureusement, il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste 1 ou 2 quand même, qui sont quand même compréhensifs, avec qui on passe encore des bonnes soirées et tout. On discute pas nécessairement de business, ou des fois on en parle quand même un petit peu, même si c'est pas ce qui les intéresse le plus. Il me reste quand même quelques-uns, mais c'est vrai que la plupart...
m'ont tourné le dos, soit parce qu'ils comprennent pas, soit parce que je sors pas, tu vois, c'est aussi des choses, je sors pas me bourrer la gueule tous les week-ends, ça m'intéresse pas. Et il y en a qui font encore ça à 30 ans, hein, tant mieux, si ça les rend heureux, je leur souhaite, hein. Mais moi c'est pas mon cas, et puis c'est vrai que t'as une dissonance de ce côté-là. Aussi même niveau discussion, tu vois, alors c'est pas toujours le cas, hein. Il y a comme tu dis, des gens qui sont employés et qui j'ai des discussions qui sont très intéressantes, hein, mais la plupart de mes potes malheureusement plus trop quoi. T'as vraiment où t'as plus les mêmes centres d'intérêt quoi. Quand t'es gamin t'aimes bien les jeux vidéo, tout le monde joue aux jeux vidéo, tu vas être là-dessus. Quand tu grandis un peu, tu commences à faire de l'entrepreneuriat et tout, ben tu vois, moi ce qui va m'intéresser comme discussion, typiquement l'investissement, comment ouvrir une boîte, etc. Et c'est des choses que tu vas pas du tout discuter avec eux, où ils vont te traiter de mongol parce qu'ils croient pas au Bitcoin, et que les salles de sport c'est risqué, que tu vois ce que je veux dire. Tout est risqué finalement, mais voilà, c'est ça, t'as plus les mêmes centres d'intérêt, puis ça crée un peu cette rupture. Après, je pense l'argent l'accentue aussi, le rythme de vie, ou comment tu dis, le lifestyle, faut encore plus la détruire. Puis voilà, là, t'auras le créneau, quoi. Ouais, non, clairement, je comprends tout à fait. Et tu parlais de Bitcoin tout à l'heure. Je sais que la crypto-monnaie, ça fait aussi partie intégrante aujourd'hui de ton quotidien, de ta vie. Je pense que quand je pense à toi, je vois 3 choses. Le sport, les salles de fitness, le business donc, et puis les crypto-monnaies. Ouais, c'est tout à fait, ça me représente bien. C'est vraiment ça. Et du coup, les crypto-monnaies, raconte-nous un petit peu ton parcours, parce que même là, finalement, tu as appris de tes échecs, tu as su saisir les opportunités au bon moment, tu as su te diversifier, et puis aujourd'hui, voilà, tu as aussi un beau patrimoine en crypto. Tout à fait. Du coup, ça peut être intéressant d'en savoir plus. Alors, on pourra en parler des heures. Mais c'est avec plaisir qu'on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire pour la crypto, en fait, c'était plutôt un coup de chance, Alec. En fait, moi, j'ai parlé au début, dès que le finance a commencé à tourner, j'avais 20-30 000 francs à investir. Puis du coup, dans mes livres, c'est marqué qu'il fallait pas que créer de l'argent, mais il fallait aussi savoir investir si tu voulais être riche et bien financièrement. Et c'est totalement vrai d'ailleurs. Et du coup, j'étais voir les rendements, puis je me suis retrouvé comme toi à regarder 10% là, 10% brut, 8% brut. Et j'ai discuté avec 2 potes banquiers, et puis ils me disaient, mais non, mais Anto, t'es con, faire du x2 sur une année, ça n'existe pas. Faire 20% par année, ça n'existe pas, ou c'est des pyramides de Ponzi, des conneries. Et du coup, j'étais là, mais moi, je vais pas placer mon argent pour faire du 4% par année, tu vois, ça m'intéresse pas du tout. À ce moment-là, je continue d'ouvrir des salles de sport. Puis bonne nuit, bonne journée. Et je suis regardé sur Internet, j'ai fait 2-3 forums un peu obscurs. Je suis tombé sur la crypto. Et je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit que ça me représentait bien finalement, parce que c'est un petit peu anarchiste, c'est un petit peu contre le système. Je trouvais l'idée cool. Et voilà, j'ai pris l'Ethereum et le Bitcoin, j'ai foutu des thunes dessus. Puis je me suis dit bonne journée, bonne nuit, on verra bien. Je préfère prendre le risque de faire x10 et de tout perdre à l'occasion, si ça peut aussi arriver, que gagner 4% par an, quoi. Puis heureusement, c'était plutôt x34, hein, pas x10. Mais c'est plutôt agréable, ouais. Ok, j'imagine. Et puis après, du coup, comme il y a eu ce gain, forcément, j'ai continué à m'intéresser pendant des années. Tu m'as posé la question pendant le Covid. Pendant le Covid, j'ai essentiellement ça, j'ai de la crypto. Puis on était en plein bull run. Donc, en fait, je me souviens pendant le Covid, j'ai l'impression de passer tes journées à faire de la crypto. Ouais, c'était ça en vérité. En fait, au début, tu connais, au début, j'ai pris un petit coup dans la gueule, puis je me lamentais un petit peu. Puis au bout de quelques mois, je voyais mes portefeuilles de crypto qui ont explosé. J'étais là, bon, en fait, faut juste changer, puis s'occuper un petit moment, puis on reviendra sur le fin de game après, quoi. Et c'est exactement ce que j'ai fait, quoi. J'ai commencé à m'intéresser à la DeFi, tu vois, AV, etc. Comment faire des placements avec du stacking. J'ai fait ma petite expérience en trading qui a pas été très agréable. Après, ça a été parce que j'ai fait de la perte, mais avec du gain. Donc c'est sûr que là, tu t'en fous. Et puis après, j'ai continué à investir, à me diversifier là-dedans. J'ai aussi un groupe d'investissement que je gère sur WhatsApp. On a une 70aine d'investisseurs. On fait pas mal de petites choses comme ça, où on apprend les gens comment utiliser la DeFi, etc. Ou comment utiliser les plateformes, s'il y a des questions. On référende les launchpads, les ICO. J'ai beaucoup d'ICO aussi, je pense que tu as connu. Ça, c'était le truc, comment te faire 10 000 francs étant branleur, il n'y a pas d'autre mot. Après, il fallait faire bien sûr un tri, en regardant si les équipes étaient bonnes, si le projet n'était pas complètement foireux, si c'était pas un gros scam derrière, s'il y avait des entités qui étaient sûres, comme Binance ou Coinbase, qui souhaitaient investir. Et voilà, j'ai beaucoup d'IC, autre chose comme ça. Et puis là, c'est vrai que pendant le bull run, il n'y avait pas besoin d'être un génie pour faire 10 000 francs par mois avec la crypto, hein. Franchement, même loin de là, quoi. Non, c'est clair. En tout cas, on voit quand tu parles de crypto que tu es passionné, et ça met en exergue aussi le fait que tu fais peu de choses, mais quand tu les fais bien, tu les fais à fond. Et tu es assez extrémiste dans un sujet, je pense. Ouais, et puis tu sais, c'est drôle parce que je vois beaucoup de gens, toi aussi, je pense aussi, toi, surtout que tu vois beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver leur passion. Puis finalement, moi, mes passions, elles me sont toujours venues toutes seules, en fait. Genre la crypto, voilà, tu vois, c'était sur un coup d'investissement, puis après j'ai commencé à m'intéresser, je trouvais que c'était super passionnant, quoi. C'était vraiment cool. Je pense que c'est l'avenir du système bancaire d'ailleurs, peut-être pas sur 5-10 ans, hein, mais dans 20 ou 30 ans, moi j'y crois dur comme fer, quoi. Peut-être que les deux vont continuer de cohabiter, c'est tout à fait possible aussi, mais ça fait partie de l'avenir du système monétaire, quoi. C'est clair, on en parlait justement dans mon épisode avec Swissborg. Oui, c'est juste, en plus c'est juste. Non, clairement. Mais c'est super intéressant, et au travers de tout ça, au fur et à mesure, justement, comment c'est quoi les next steps pour toi? C'est quoi
ta vision du de futur l'avenir. Ouais. Sur quoi? Sur 2 ans? Sur ton parcours, sur 5 ans. Sur 5 ans, c'est difficile de parler parce que après je dois rentrer dans les chiffres, je pourrais pas tout dire ici, mais globalement c'est d'arriver là, mon prochain next step c'est d'arriver aux 5 millions de chiffre d'affaires, ça devrait être fait d'ici 2 ans, et après on va viser les 10 millions quoi, donc l'objectif 5 ans, je pense que j'y arriverai pas à 10 millions honnêtement, en tout cas pas avec les fitness, mais on s'en rapprochera le plus possible, puis peut-être qu'on y arrivera quand même, on sait pas. Ok, je vois. Toujours en Suisse? Toujours en Suisse, oui. Après, c'est vrai que là, je découvre aussi Dubaï, c'est plutôt sympa. Après, moi, j'aime beaucoup la Suisse et j'ai quand même beaucoup d'attaches à la Suisse par mes amis, ma famille, mon petit frère, ma copine aussi. Tu vois, ma copine ne voudrait pas forcément partir de la Suisse, elle y est bien. Elle vient de France d'ailleurs, donc elle a déjà fait un changement. Si je dis qu'on se rebarre à Dubaï demain, elle va pas forcément apprécier. Et voilà quoi. Mais oui, peut-être qu'après, par contre, c'est possible que je vive 3 ou 4 mois dans un autre pays comme Dubaï par année et que je fasse quand même l'essentiel de ma vie en Suisse. Le seul truc qui me motiverait, entre guillemets, à changer, ce serait peut-être les impôts. C'est vrai que les impôts en Suisse, du point de vue entreprise, sont quand même très intéressants, il n'y a pas à dire. C'est pas le must non plus, on est quand même sur des trucs qui sont très agréables. Là, par exemple, sur l'impôt sur le bénéfice, on tourne aux alentours de 11%, 11-12%, ça peut monter jusqu'à 14%, ça dépend un petit peu les régions suisses. Et avec une holding, t'as moyen de moyenner encore, donc c'est quand même correct. Après, c'est vrai que l'impôt sur le revenu privé est encore... c'est la France quoi en fait, donc ça c'est un petit peu emmerdant quand même, je trouve. Ouais, non clairement, c'est vrai que et puis je suis désolé, je te coupe Alec, mais on parlait aussi de ça, la Suisse par rapport à la lenteur de développer un business, ça commence à me casser un peu les burnes. Ouais, justement, c'est quoi les différentes leçons que tu pourrais donner, ou en tout cas informations que tu pourrais donner sur le fait de développer un business en Suisse, physique qui plus est, à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont plus l'habitude d'être sur des marchés type France, Belgique, Luxembourg ou d'autres marchés? Il va falloir que vous appreniez à prendre votre mal en patience. Tout prend ici beaucoup de temps. Ouais, vraiment. Et c'est super chiant. Tu sais, tu dois envoyer un papier, tout prend 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines. Là, une fois, on a eu un truc, par exemple, pour Montreux, on devait ouvrir en septembre l'année passée. On était prêt. On va ouvrir en juin. Nous, on est prêt depuis septembre. C'est juste qu'il faut demander un papier. Finalement, la régie, le gars, il est malade. Il est obligé d'attendre que le gars revienne pour demander le papier. Demander le papier, il faut 2 semaines. Le papier part. Il faut l'envoyer en courrier commandé. Il faut aller le chercher dans 3 jours après, il faut faire une réponse, tu vois ce que je veux dire? Et t'es déjà sur des pertes, t'as perdu 2 mois, il s'est rien passé encore en fait. Et la Suisse, de ce point de vue-là, c'est très compliqué. Comme je disais avant, on parlait de mise à l'enquête. Alors il faut savoir qu'en Suisse, tu ne fais pas du tout un business comme ça. Tu dois demander l'autorisation à ta commune. Donc s'il suffit que ta commune te dise non, on veut pas ça, on veut pas de piscine, on veut pas de golf, on veut pas de fitness. Et ce lieu n'existe pas, point barre. Il n'y a pas d'entrée en matière de je vais prendre un avocat et tout. Si tu fermes ta gueule, c'est comme ça, point barre. Ensuite, par rapport à ça, toi, tu dois regarder l'affectation d'un local. Donc, par exemple, les affectations, pour moi, c'est un type commercial avec des fréquentations. Tu dois annoncer le nombre de personnes que tu auras au pic. Donc, tu dois adapter la structure en conséquence. Donc, par exemple, c'est 54 mètres entre chaque porte de sortie de secours. Donc, si tu n'as pas ça, tu dois faire des trous dans les murs à coût de 7000 balles pour poser 10 portes si nécessaire. J'exagère, 10 portes, ça sera plutôt 2 ou 3, tu vois. Il faut un éclairage anti-feu. Il faut regarder que les normes, les parois sont anti-feu. Si les parois sont anti-feu, ils vont te faire péter le mur pour remonter le mur en panneau EI 135 anti-feu. Je te dis un truc au bol, c'est pas les normes exactes, hein, mais c'est ça. Puis ça va te coûter une blinde de nouveau. Faut payer un architecte parce que bien sûr en Suisse, tu peux pas. Ils estiment que toi tu seras jamais intelligent pour diriger le chantier tout seul. Donc la plupart du temps, en fait, tu diriges le chantier tout seul, mais tu as juste l'accord de l'architecte qui va te coûter un bras derrière. C'est tous ces trucs-là qui sont vraiment... On est de moins en moins pro-business de ce point de vue-là, et ça devient lourd, franchement. Même d'ailleurs, les grandes chaînes, je vois que des fois, ils ont un petit peu du mal à développer leur activité très très rapidement. Alors quand tu vois que des gens qui ont limite pas de barrière financière qui sont en train de galérer, t'es là. Et après, il y a aussi l'autre problème, c'est la saturation du marché par rapport au local commercial. Il faut savoir que la Suisse, comme c'est un petit pays, autant pour le logement privé que pour les locales commerciales, il y a quasiment presque plus rien sur le marché. Bon, il y a des zones où je cherche depuis 3 ou 4 ans et je vous jure que j'utilise tous les moyens nécessaires et il n'y a rien en fait. Donc s'il n'y a rien, tu peux pas faire, tu vois. Ça c'est un petit peu compliqué. Puis après j'ai même déjà pensé acheter un terrain et construire. En Suisse le terrain, tu mets 2 millions dans ton terrain, tu remets 1,5 million dans ta halle et t'as encore pas fait ton fitness. Donc après est-ce que tu as envie de mettre 5 millions pour un projet de fitness? Ouais. Franchement, c'est pas pour être méchant, moi je passe à autre chose dans ce type de budget quoi. Ouais. Et c'est tous ces trucs là qui rendent un petit peu la Suisse chiant quoi. Ouais, je vois. Après, il y a plein d'autres aspects positifs, hein. Toi tu les connais autant bien que moi. Mais ouais, non, clairement. Mais du point de vue business, je dirais c'est le plus gros bémol, quoi. Je te rejoins. Et toujours du point de vue business, plus d'un point de vue salle de sport, on a évoqué quelques sujets, mais si on se concentre vraiment là-dessus, qu'est-ce qui fait selon toi que tes fitness ou ton fitness, parce que finalement celui d'avant a vraiment plus encore une fois d'ancienneté, mais tes fitness en général, parce qu'Orbo aussi maintenant ça fait un petit temps, Neuchâtel ça fait quand même quoi, une année maintenant, une petite année, ouais. Une petite année, il y en a d'autres qui se mettent en place, fonctionnent plus que d'autres,
outre l'aspect loyer, outre les différents éléments évoqués, et qui fait que toi, tu es plus en croissance et qui plus est en marge, en bénéfice, alors que d'autres sont en décroissance, voire même limite en faillite. Le truc, c'est qu'il y a 2 aspects. Déjà, il y a justement, comme tu l'as dit avant, l'aspect bénéfice, et puis tu as parlé d'autres choses avant. Les loyers. Voilà. En fait, tout ce qui est loyer, etc., ça va être l'aspect gestion en interne, ça va être l'aspect bénéfice. Donc le fait de faire plus de bénéfices, forcément, va te permettre de pouvoir amener une autre croissance. Après, le fait peut-être que ça marche mieux que certains autres fitness, ça va être l'emplacement. L'emplacement pour un fitness, il faut bien comprendre, c'est 90% du travail déjà. Si tu as un bon emplacement, tu as, comme on pourrait parler de trafic sur Google, tu as un trafic naturel. Et si le trafic naturel, déjà, te met en valeur tous les jours, tu vas engendrer des clients sans devoir investir un budget publicité. Si maintenant, là j'ai vu 2 entrepreneurs récemment, j'ai été visiter 2 salles de sport, une sur la région de Fribourg et une sur la région de Neuchâtel, c'est déjà super sympa aussi, et tu vois, c'est super cool qu'ils ouvrent une salle, moi je leur souhaite que ça marche, mais derrière tu vois que l'emplacement est mauvais, ça va être très compliqué. Et derrière en plus, si t'as pas négocié ton loyer, tes leasing, dans le meilleur des cas, tu vas vivre, quoi, mais tu vas pas faire de gros bénéfices et entamer une croissance sera quasiment impossible sans devoir aller chercher des investisseurs externes ou investir des fonds de ta poche, quoi. Et c'est cette différence-là, je pense, qui fait. C'est la gestion qui permet d'engendrer plus de bénéfices. Clairement, les loyers, ça représente quand même vite plusieurs dizaines de milliers de francs par année. Hein. Ouais. Donc, à la fin de l'année, tu as 100 000 francs de plus que ton voisin. Ça change la donne, on est bien d'accord. Des fois, c'est même plus de 100 000 francs juste avec ça. Tu peux passer d'un business qui n'est pas rentable à un business rentable. Hein. Et exactement. Après, tu as l'aspect des charges aussi. Ça, on n'en a pas parlé, Alec, mais par exemple, tu as visité Saint-Blaise. Nous, on a coupé le wellness. Moi, j'ai parlé avec un ami qui est cadre dans une grosse boîte. Je ne peux pas le citer parce que c'est une discussion quand même qui est confidentielle. Je ne veux pas lui mettre des problèmes. Mais lui m'expliquait qu'en fait, là, eux, le problème qu'ils ont, c'est qu'avant, ils payaient par exemple 2600 francs pour un sauna et un hammam. Enfin, ils ont un sauna homme et un sauna femme seulement. Dans cet exemple-là, et ils payaient 2600 francs d'électricité, puis maintenant ils ont payé 6008. Tu vois, donc à l'année, ça fait déjà une jolie perte sur ton bénéfice. Ouais, et il me disait qu'il y avait des salles où ils avaient 2 hammams, 2 bains vapeur, un jacuzzi, un bas d'eau froide. Donc il me disait, là, on se prend 18 balles par mois dans la gueule. Ouais. Et c'est incroyable. Voilà. Comment tu l'as vécu aussi, toi, cette crise énergétique, justement, avec la hausse Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé pour toi ? Ouais, parce que en fait, moi, j'avais déjà optimisé mes salles du point de vue, par exemple, j'ai pas de lampe halogène, j'ai tout passé en LED directement, j'ai bien réduit, tu sais, quand tu mets ta douche, ça coule 20 ou 30 secondes, j'avais déjà tout calculé ça dès le départ pour éviter ce type de problème. Et j'ai paré, par exemple, tous mes cardio, t'as vu, il n'y a que les tapis qui sont branchés. Donc dès le départ, j'avais pensé à ça, et j'ai très peu de coûts. Par exemple, je peux te le dire honnêtement, avant, je payais 400 balles d'électricité par mois. Depuis le Covid, je crois que je paye 600. Ouais. Okay. Franchement, on s'en fout, quoi. Pour être clair, ça va rien changer, quoi. T'as tout de suite eu ce mindset à optimiser et à anticiper. Mais c'est logique, enfin, de ce point de vue-là, c'est logique parce que ça réduit tes charges. Donc si ça réduit tes charges, ça monte ton bénéfice. Donc ça me paraissait de nouveau juste de la bonne. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que justement, d'où ça devient ce truc de se dire mais c'est logique. Parce que, encore une fois, si pour toi c'est inné, pour la plupart des gens, ça ne l'est pas, quoi. Écoute, alors, c'est pas pour faire le gars prétentieux et tout, mais je pense juste que j'ai de la chance de ce point de vue-là. Il y a aussi un facteur chance dans la vie. Puis ça, c'est beaucoup des choses qui me semblent assez innées, quoi. Après, je dirais, pour compenser à ça, toi qui as connu mon ancienne salle, j'ai eu de la chance, tu sais, mon ancien patron, c'était quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très humain, mais malheureusement, c'était pas un très bon entrepreneur. Et j'ai vu faire toutes les conneries possibles. Et ça, franchement, c'est con. Mais tu t'es nourri de ces expériences. Exactement. Parce qu'en fait, il y a un truc qui dit, alors, c'est bien de pas faire 2 fois la même connerie, mais c'est encore mieux si tu vas regarder ce que fait ton voisin et pas les reproduire. Et là, c'est exactement le cas. J'ai vu à peu près toutes les conneries qu'il a fait, puis du coup, j'étais déjà bien rodé. ouais, je vois. Et puis ça va vite, hein, les conneries dans un fitness, il suffit, je sais pas, que tu mandates quelqu'un pour faire des travaux, que ce gars se ferme sa boîte et que tu l'aies payé, hop, 100 000 francs dans le cul. Et c'est le genre de trucs qui sont arrivés, tu vois. Et il n'y a pas eu que ça. Et c'est tous ces trucs mis à bout qui font que tu seras rentable ou pas, quoi. C'est très compliqué, effectivement, quand tu fais face à ces situations. Un autre point, on voit chez toi beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Est-ce que tu penses que ça vient aussi du sport ? Est-ce que le sport a eu beaucoup d'importance dans ta vie, dans ton évolution personnelle ? Alors, je sais pas si c'est tout le monde comme ça. En tout cas, ouais, moi, vraiment, le sport, c'est ma vie. Je pourrais pas... franchement, si je pouvais pas m'entraîner, je me suiciderais, gros. Je te le dis direct. Moi, pour m'entraîner, c'est... Ouais, c'est dit. Non, mais vraiment, m'entraîner, moi, faire du sport, c'est le b.a.-ba, tu vois. Parce que si je fais pas du sport... Enfin, en tout cas, moi, je suis pas bien dans ma tête si je fais pas du sport. Et c'est pas bien dans ta tête, t'es pas performant dans le business. Ça a toujours été comme ça ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis au sport ? J'étais un gamin hyperactif, tu vois, j'ai toujours eu des métiers assez physiques, j'ai beaucoup de la lutte olympique quand j'étais jeune. Puis je me souviens, tu sais, très jeune, je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans, j'avais vu Schwarzenegger à la télé et je me suis dit dans ma tête, putain, pourquoi si on peut être gros, on peut être comme ça ? Les gens choisissent d'être gros.
C'est un peu une réflexion d'enfant, tu vois, mais elle est restée. Et en fait, j'ai oublié ce rêve du fitness. Puis dès qu'à 15 ou 16 ans, j'ai un pote qui m'a dit je me suis inscrit au fitness, j'ai couru, tu vois. Et ça m'est revenu direct. En fait, c'est une passion que j'avais déjà décidé finalement, que c'est oublié et qui est revenue au moment clé dans ma vie, quoi. Okay. Donc finalement, ouais, j'ai toujours fait du sport à hauteur de 3-4 fois par semaine minimum, quoi. Ok. Et justement, tu me parlais tout à l'heure, tu me disais, ouais, j'ai jamais été aussi bas physiquement de ma vie ou un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que justement ça change par rapport à ton niveau d'énergie, par rapport à ça. Tu vois une différence, c'est que c'est un choix délibéré parce que tu priorises d'autres choses? Alors, c'est un choix, une conséquence. Okay. C'est les deux. Déjà, bon, à l'époque, j'étais du bodybuilding. Donc, qui dit bodybuilding, dit un petit peu de chimie. Donc, c'est sûr que quand t'es naturel, t'auras jamais le même niveau. Hein, ça faut pas rêver. Hein. Et ensuite, il y a aussi le temps, l'énergie que tu mets. Tu sais, quand t'es naturel, sur un très très bon physique, tu dois mettre 100% de ton énergie dedans. Ouais. Et moi, je suis plus au stade où je désire mettre 100% de mon énergie dedans. Ça m'intéresse plus à ce niveau-là. Je suis plus sur du 80-70%, tu vois. Dans le sens où j'accepte ma foi d'être un petit peu moins musclé, d'être un petit peu moins, entre guillemets, physiquement moins bien, et pouvoir faire d'autres choses, quoi. Ouais. C'est-à-dire, j'aime toujours autant le sport, mais j'y consacre un tout petit peu moins. Sur 70%, je trouve que c'est correct, c'est bien, ça fait un bon équilibre. Ouais. Après, quand tu gignes dans les 100%, pour moi, c'est pas très équilibré, t'es dans une obsession, puis là, c'est pas bon, quoi. Ouais, clairement. Et puis en plus, à Dubaï, on mange super bien, t'aurais pas pu te faire plaisir comme tu vas te faire plaisir. Ouais, j'ai vu. Non, c'est cool. Et justement, je me permets, tu en parles, tu l'évoques, donc on va pouvoir en parler et c'est super intéressant. Tu parles de chimie dans le domaine du sport. Oui. Moi, je vois un truc et j'aimerais bien pouvoir en parler avec quelqu'un qui est passé par là et qui en plus est un professionnel du sport et voit justement ça. Je vois beaucoup de pratiquants, d'adhérents dans des salles de sport qui sont des particuliers, des personnes comme toi, comme moi, lambda, peu importe, qui vont juste à la salle de sport 3-4 fois par semaine, qui ne sont pas donc des professionnels qui veulent devenir... Ils n'ont pas pour but de faire de compétition, des choses comme ça. Exactement, et donc de vivre de ça, et qui vont faire recours à la chimie et parfois du coup mal le faire ou prendre des risques conséquents, considérables. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça et qu'est-ce que tu en penses globalement de ça? Même si tu fais de la chimie, même si tu vas voir un médecin, etc., tu pourras pas bien le faire. C'est juste que tu peux mieux le faire ou le faire de façon plus mauvaise, ça c'est sûr. Mais tu acceptes de toute façon une partie de conséquences. Après, il faut savoir, moi j'ai eu de la chance, j'ai fait ça relativement jeune, hein, genre 19-20 ans, et du coup j'ai pas trop payé l'addition. Ça veut dire que quand j'ai arrêté les stéroïdes, je te dis j'ai une petite dépression quand même de 6 mois d'année, parce que forcément tes hormones fluctuent quand tu joues avec le feu, et surtout quand toi tu vas injecter des produits qui sont exogènes à ton corps pour le gérer, donc qui sont produits par ton corps à hauteur, je sais pas, de 5-10 mg, toi tu vas en envoyer 300 par semaine, tu vas provoquer des déréglages dans ton corps. Sur du court terme, ton corps il peut le gérer sur 6 ou 8 semaines, mais au-delà ou à répétition, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir des problèmes de santé. C'est un peu la roulette russe, il y a des gens qui n'ont rien, ou beaucoup qu'on parle pas aussi, je vois aussi ça, j'ai beaucoup d'amis bodybuilders, il y a beaucoup de gens qu'on parle pas, ou quand même des réels problèmes. J'ai envie de dire, si tu fais ça, faut être sûr de vouloir percer dans le bodybuilding, et même comme ça, on peut parler par exemple de building de Chris Bumstead, tu excuseras mon anglais nul à chier, le gars il a fait quoi, 3 fois Mister Univers là, ou Mister Olympia en men's physique, et là il arrête parce qu'il a des problèmes de tous les côtés, maladies auto-immunes. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, tu vois? C'est cette question qu'il faut se poser dès le départ, et des fois quand t'es jeune t'as pas ce recul de te le dire, et moi c'était mon cas, et en fait non, le jeu en vaut pas du tout la chandelle. Donc se charger, si tu fais pas de compétition, si t'as pas pour but de faire, puis même si t'as pour but de faire ça, de mon point de vue, je trouve que c'est un petit peu bête. Ouais. Après, si t'es fan de bodybuilding et tout, je peux tout à fait le comprendre, ça c'est... J'ai aussi beaucoup de mes clients, quelques-uns de mes clients qui chargent, et je peux le comprendre aussi, tu vois, c'est des fans de bodybuilding, c'est comme les gens qui sont fans de voitures, tu mets beaucoup d'argent, tu peux aussi prendre un mur avec une jolie voiture, ça fait partie du rapport risque de ce type de passion là, on va dire ça comme ça. Ouais, mais c'est pas une bonne solution dans tous les cas. Le bodybuilding, tu sais, j'ai une bonne phrase, c'est un sport de riches pratiqué par les pauvres. Et c'est exactement ça, parce que la chimie, il faut savoir que ça coûte très cher. Quand tu prends un produit, généralement, tu dois prendre un contre-produit pour éviter les effets secondaires. Typiquement, la plupart des gens vont par exemple prendre un testostérone avec de la DK, et après ils devront prendre des produits pour se protéger les couilles, pour pas avoir de gynécomastie, donc en fait c'est les tétons qui poussent, des glandes mammaires, et finalement tu finis en mode pharmacie. Est-ce que vraiment c'est là-dedans que tu veux vivre, et que ça soit constant, tu vois? Peut-être il y a des gens qui l'acceptent, moi en tout cas c'était plus mon cas, quoi. En termes de budget, ça représente quoi? Ça dépend de ton niveau, de ce que tu veux et de quel fournisseur tu as, mais on va dire que la chimie t'es quand même rapidement, en tout cas en Suisse, à 500 francs par mois. Et ça, 500 francs par mois? Non, mais là c'est vraiment dans du petit, très 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 petit. Ah, des fois c'est même plus. Ah non, là c'est petit. Par exemple, je connais des bodybuilders, facilement 2-3 000 francs. Par mois? Ouais. Sans compter la bouffe, les seringues, les lingettes pour désinfecter, et tout ce qui vient se greffer là-dessus, parce qu'en fait ça on a tendance à l'oublier. Le gars il va compter sa fiole, je sais pas, 120, 150 balles. Et après il y a aussi ça, on parle de ça, mais si tu veux aussi une bonne qualité de produit, tu vas devoir y mettre le prix. Il y a beaucoup de gens justement qui n'ont pas les moyens, parce que de nouveau,
suite à ma phrase d'avant, ils vont aller se fournir dans des marchés noirs complètement croupis. Et puis là, tu as un rapport risque qui est super haut. Puis peut-être tu vas payer ta fiole un petit peu moins cher, mais tu risques encore plus d'effets secondaires, tu vois. Donc de nouveau, pour reprendre la phrase, c'est un sport de riches pratiqué par les pauvres. Qu'est-ce qui pousse les gens, selon toi, à faire ça ? Je pense comme moi à l'époque, t'es pas satisfait de ton physique, tu veux aller plus vite. T'as aussi l'image, c'est à cause des réseaux. Maintenant, je vois les jeunes, mais les jeunes, c'est vrai que tu vas sur Instagram, il suffit que t'aies un feed un peu fitness comme moi, où en fait, le 95 kg sec, c'est la norme. Et en fait, t'as pas conscience que c'est pas la réalité des choses et qu'en fait, c'est un photoshooting, qu'elle est congestionnée dans un angle en pleine pique de cure. Et puis, la réalité de son physique, c'est pas du tout ça, quoi. Et voilà, ça fausse l'image qu'on a de nous-mêmes, quoi. Ouais, effectivement, l'image perçue et renvoyée par les réseaux sociaux crée des mal-être, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes. Le mal-être aussi, je pense, beaucoup. Ouais. En fait, les stéroïdes sont à la femme ce qu'est la chirurgie, pour moi. On en a un petit peu là. Après la chirurgie, je dirais que c'est même plus justifié parce que après, c'est vrai que par exemple, je sais pas, si t'as vraiment quelque chose qui te dérange sur ton visage ou que t'as pas de chance, pourquoi pas, tu vois, il y a moins de risques, je dirais, que de faire de la chimie, quoi. Ouais, effectivement, comme tu dis, il y a déjà aussi moins de risques. C'est peut-être, c'est même pas plus cher, j'ai envie de te dire, parce que la chirurgie. Non, tu l'as payé une fois, puis c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est assez incroyable, comme phénomène. Merci de pouvoir en parler et puis de le mettre en lumière, parce que je pense qu'il faut aussi envoyer un message de prévention. Oui. Enfin, franchement, on n'en parle pas assez. Puis le truc, c'est que maintenant, ça va déjà mieux, je trouve. C'est depuis ces 10 dernières années. Mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé le fitness, comme j'étais un des premiers jeunes dans la salle, tu sais, j'ai commencé 12 ans maintenant quand même, donc c'était un petit peu avant le pump du fitness, puis j'étais vraiment des jeunes de ma salle, et l'ancienne génération on parlait pas du tout, en fait ils commencent à t'en parler quand ils voyaient que tu consommais. Donc et t'as toujours eu, tu sais, ce truc du silence, et ça je trouve c'est une connerie, si les gens en parlaient un peu plus ouvertement, on n'en serait pas là non plus, tu vois. Puis moi je le vois de temps en temps dans ma salle, t'as des jeunes, t'as beau leur dire écoute c'est une connerie gros, t'engages pas dans ce type de chemin, ils vont pas t'écouter parce qu'ils croient mieux savoir que toi, parce que les deux potes qui sont plus balèzes que moi ils lui ont dit ça, alors il va l'écouter. Et finalement, le cheminement, il est pas bon, quoi. Puis ça va pas amener la personne ni à du bonheur, ni à des bonnes choses, quoi. Quand tu vois un jeune dans ta salle qui, justement, commence à vouloir prendre des produits dopants ou en prend... Je lui explique que j'en ai pris, que ça mène à rien, que c'est des conneries, que oui, il aura un bon niveau pendant 6 ou 8 semaines, le temps qu'il a de la molécule dans le sang, et dès qu'il va arrêter, il sera dans le malaise. Et la plupart du temps, tu sais, moi, comme j'ai commencé le bodybuilding il y a longtemps, j'ai des potes qui sont restés là-dedans. Et puis en fait, le schéma, c'est souvent suivant. Tu fais ta cure, puis en fait, comme tu as la dépression après la cure, les gens, ils se retiennent de reprendre et finissent par recraquer. Donc en fait, ça crée exactement le même schéma que pour la drogue. Ça veut dire que hop, t'es en descente, sauf qu'une descente de stéroïdes, c'est, j'imagine, moins rude que des descentes d'autres drogues, mais ça dure très longtemps. En fait, tu peux vite avoir des descentes qui durent 3 à 6 mois. Sur des grosses cures, ça peut même être des descentes d'une année. Et du coup, faut tenir pendant cette période-là. Et si tu lâches pendant cette période-là, en fait, tu te remets dedans, et t'en sors jamais. Donc, le mieux, tout simplement, c'est de pas y rentrer. Après, moi, en tant que coach, je suis quand même content d'être passé par la jeune, de pouvoir, d'avoir pu l'expérimenter. Comme ça me donne une image juste, exactement. Et puis de pouvoir justement dire aux gens qu'il faut éviter de le faire, quoi. Ouais, complètement. Et comment t'es sorti justement de cette dépression que tu évoques, qui a duré 6 mois, 1 an? Ça a dû être compliqué quand même. T'as fait comment pour... en plus, tu sais, c'est la période où j'étais, entre guillemets, j'étais que de changer de boulot, donc j'avais pas de stabilité autant mentale que financière, c'était vraiment compliqué. Écoute, j'ai serré les dents, ma foi, puis voilà, je sais pas de quoi dire de plus, quoi. Je me suis concentré sur autre chose, j'ai quand même continué de m'entraîner, j'ai accepté finalement au fond de moi que ce type de physique, tu peux pas le garder à vie. Puis après, il y a aussi tout ça dans le bodybuilding. On va te montrer un gars sur scène, mais ce gars, il va se préparer des mois pour être comme ça pendant 10 minutes. Tu vois, après, 10 minutes après, il va faire un rebond glucidique, il va devoir remanger, il s'est déshydraté avant, il aura même plus cette tronche-là 1 heure après. Donc en fait, il faut apprendre qu'un corps n'est pas stable. Un corps est toujours en mouvement, entre guillemets. Ton corps, il s'adapte, il est toujours variable. Tu as toujours tes jours, tu auras un meilleur pic physique, forcément que les produits sont encore plus accentués. Donc il faut simplement accepter ça, en fait, que ton corps, il est pas stable et qu'il bouge avec le temps et les années, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Merci encore d'évoquer ces sujets. Un autre point, c'est, toi, tu dois en avoir plein des gens qui viennent en salle de sport, qui sont motivés comme jamais en janvier avec les bonnes résolutions et qui tiennent pas la durée. C'est un peu pareil dans le business, finalement. Je pense. Qu'est-ce qui explique ça selon toi ? Alors janvier, c'est un petit peu maudit parce qu'en fait, ils viennent juste à cause des bonnes résolutions de fin d'année. Et ça, c'est sûr que c'est un petit peu les pires clients. Il y en a qui tiennent, mais contrairement à ce qu'on pense, alors financièrement, c'est bien pour une salle de sport, mais c'est pas non plus les meilleurs clients. Parce que justement, c'est des gens qui vont pas être contents, parce qu'ils viennent, qui vont payer, que machin, tu vois. T'as meilleur temps qu'ils viennent plus longtemps, tes clients. Je pense que c'est dû au fait que les gens se disent juste,
je vais mettre 1 ou 2 actions en place pour être mieux, mais ça s'arrête là, alors que l'action en place, c'est d'aller s'entraîner, c'est pas de prendre un abonnement à la salle de sport, tu vois. C'est comme si je te dis maintenant, alors moi je veux conduire, je vais acheter la voiture et je passe pas mon permis. C'était sur le même raisonnement, tu vois, donc le raisonnement au fond, il est un petit peu foireux, quoi. Ouais, complètement. Et un autre sujet qui revient du coup du côté business, c'est, on en parlait tout à l'heure en off, aujourd'hui dans certaines de tes salles, tu proposes différents types de services, exemple la musculation, exemple les cours collectifs ou autres, et tu me disais que tu allais enlever ou tu as enlevé les cours collectifs. Alors pas partout, hein, pour mes clients qui m'écoutent, non, uniquement à Avanches. Oui, en fait, tu sais, le truc qui est dur, c'est que quand tu as plusieurs clubs, quand tu as commencé à avoir une chaîne, que c'est un cartésien, tu vois ce que je veux dire, tu auras tendance à vouloir uniformiser, à vouloir les mêmes machines partout. Et en fait, ça, c'est une grosse connerie. Puis au final, on finit tous par commencer comme ça, on finit tous par devoir s'adapter. Et en fait, là, je vais prendre le pied à l'envers, je vais simplement accepter de m'adapter par salle, c'est plus simple. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai uniformisé les prix. Ça, j'étais obligé. Sinon c'était trop compliqué à gérer au niveau de l'administration, il n'y a pas photo, mais sinon moi je m'adapte aux salles. Donc par exemple là avant on a une grosse demande de musculation qui est énorme, et finalement tu regardes que tu n'as même pas, 4% de tes clients qui viennent pour les cours, et que l'autre côté c'est blindé, puis que les gens te disent qu'il y a trop de place, que tu n'as pas meilleur temps de faire plaisir aux 98% de tes clients, puis ma foi les 2%, 3% qu'ils aillent ailleurs, c'est un petit peu triste à dire, et voilà. Et au moins tu fais plaisir à tes 98, puis tu les gardes, puis peut-être tu peux même recréer de la croissance, parce que finalement tu vas continuer à amener des gens qui sont encore plus satisfaits parce qu'ils cherchent ce type de produit là que d'avoir un produit un peu, tu sais, où t'es très bien d'un côté et puis de l'autre un peu beauf, tu vois. Donc moi je pense qu'il faut s'adapter finalement au club et à la demande des clients, quoi. Ouais, je reviens sur le fait de s'adapter, alors toujours s'adapter au marché. Tu disais tout à l'heure, lorsque tu as lancé, une des variables qui a fait aussi le fait que les gens sont venus, c'est le prix. Tu étais moins cher que la concurrence. Aujourd'hui, je sais que tu as revu les prix. Oui, tout à fait aussi. Comment justement tu as abordé ta stratégie tarifaire au niveau de la salle de sport et des différentes salles de sport que tu ouvres, etc. À chaque fois, j'imagine, c'est un sujet qui vient sur la table. Alors maintenant plus, parce que tu vois, on adapte directement en fonction des charges. Enfin, dans le sens, on sait quel type de charge il me faut pour avoir ce prix-là, pour être très rentable. Si on n'a pas ce prix-là, c'est pour ça qu'avant tu me disais tu prends ton temps. Oui, parce que si moi j'ai pas tous les créneaux qui vont ouvert, j'ouvre pas point barre. Je préfère ça, tu vois. Enfin, un business qui tourne pas, où tu dois te faire chier, t'as meilleur temps de pas l'avoir que juste pour avoir un business. Tu vois ce que je veux dire? On est bien d'accord là-dessus, quoi. Et au niveau des prix, si tu vois, au début, j'avais pas réfléchi, je me suis juste dit que j'allais être moins cher, je pouvais me permettre d'être moins cher parce que j'ai fait mes calculs, puis par rapport au loyer, au leasing, etc. J'avais aussi très bien négocié mon leasing, et qui n'existe plus d'ailleurs, qui a été payé, donc c'est aussi plus de bénéfices maintenant, c'est cool. Et puis maintenant, j'ai simplement uniformisé les prix au niveau de tous les clubs. Au début, j'avais un placement qui n'était pas clair, si tu veux, Alex. Ça veut dire que j'étais un petit peu, tu sais, entre un middle gamme et un low cost. J'étais entre les deux. Puis du coup, pour un client lambda, c'est pas très clair. Et j'avais souvent ce truc avant, j'étais déjà le moins cher, et en plus, les gens viennent gratter les prix. Et du coup, franchement, c'est un peu frustrant parce que là, attends, les gars, vous avez le must là, je propose moins cher, et encore, vous venez me les casser avec le prix. Et là, depuis que j'ai remonté les prix, j'ai plus tout ce type de problème. J'ai au contraire une meilleure clientèle. Donc, de nouveau, des fois, monter ses prix, c'est pas con. Ça peut même être une très bonne chose. Ça me permet d'engendrer plus de bénéfices encore qu'avant. Donc, c'est génial. Ça me permet de proposer aussi plus de prestations à mes clients. Du coup, je peux aussi plus investir pour mes clients. Et voilà, quoi, simplement ça. Tu as beaucoup de clients, par exemple des impayés ou des choses comme ça? Alors honnêtement non, ça dépend aussi des clubs, hein, bien évidemment. Sur Avanches, moi je dois être alors de même pas, je dirais 1 ou 2% par an, c'est ridicule honnêtement. C'est genre, je sais pas, t'as 10-15 clients par année qui te paient pas, quoi. Après oui, par contre, je vais pas te mentir, ça arrive des fois qu'on doit courir un petit peu après les gens pour les paiements, qu'on doit envoyer des rappels. Ça fait partie, je pense, de toutes les sociétés. Et il faut aussi savoir que là, je gère pas moins de 30 000 factures par année. 30 000 factures par an? Entre 25 et 32 000 factures par année. Avec les abonnements? Oui, parce qu'il suffit que ton client paye en 12 fois. Un client 12 factures. Donc, puis après, je te dis ça, mais il suffit d'un rappel, d'un ancien client de l'année passée où tu as dû scinder les factures parce que finalement, ça a arrangé de payer comme ça. Donc, ça fait vite un nombre de factures colossal aussi. Donc, c'est sûr, sur ce montant-là, tu auras des rappels ou des impayés. Après, ça peut aussi arriver qu'un client déménage. Le gars, il a oublié d'informer sa salle de sport. Tu vois, il faut 3-4 mois pour qu'on le retrouve, qu'on lui renvoie le truc. C'est toutes des choses qui font partie du jeu finalement. Tu peux pas. Par contre, je sais que des low cost à Lausanne, on est plus sur des taux d'impayés entre 10 et 20%. Donc plus tu baisses tes prix, puis avant j'avais plus de taux d'impayés quand j'avais pris un petit peu plus bas. C'est notre clientèle aussi. Exactement. Donc des fois le juste milieu c'est mieux, quoi. Et justement avant tu me disais juste avant c'est 1000 clients, c'est ça? Ouais, plus ou moins 1000 clients. Actifs? C'est impressionnant parce que finalement, le bassin de population d'Avanches, tu disais avant, c'est 5, 6, 7 000 habitants. Les villes environnantes. Après, il faut regarder parce qu'on a un bassin aux alentours de entre 13 et 16 000, je saurais plutôt le dire comme ça de tête de façon précise. Avec les villes. Les villages alentours, hein, moi je te compte sur 2 ou 3 villages. Faut que j'arrête de dire. Ouais, exactement. On n'est pas à Dubaï. Il n'y a pas beaucoup de villes, en fait, pas beaucoup de grosses villes. Et puis du coup, sur 3 ou 4 km, par rapport au bassin de population suisse, on a 10 et 20% de pratiquants de fitness. Avant le Covid, on était à 18%.
Ouais. Là, c'est redescendu un petit peu au début, puis là, on est en train de remonter. Là, on est dans le tour de 14-15%. Ouais. Donc finalement, ça joue, tu vois, entre les concurrents, machin. Après, on dit ça, mais c'est pour le fitness en entier. Hein. Donc par exemple, prends un exemple, une salle de pilates où ils font que du pilates, ça va rentrer dans ce compte-là. Une salle de crossfit où ils font que du crossfit, ça va rentrer dans ce compte-là. Tu vois. C'est tout le segment du fitness en fait qui est compris là-dedans. Complètement. Tu évoquais le fait tout à l'heure que ça fait maintenant 12 ans que tu es dans l'industrie du fitness. Donc en 12 ans, tu en vois passer des gens, des choses, Bien sûr, oui. l'évolution. 10 à 15% de la population qui est justement active, oui. C'est quand même un beau chiffre. Oui. Et ces dernières années, il a fait ça continue de faire de la croissance. Ça continue de faire de la croissance justement. Comment tu as vu cette croissance justement qui vient notamment grâce aux réseaux sociaux où ça s'est popularisé énormément, le fait d'aujourd'hui prendre soin de soi, faire du sport, de l'activité physique régulière, de plus en plus. Comment tu l'as vu évoluer ? C'est un petit peu égocentrique ma réponse, mais en fait tu sais, moi j'étais déjà là-dedans avant. Alors quand c'est arrivé, j'ai un peu eu l'impression que le monde s'adaptait à moi, ce qui n'était pas du tout le cas, tu vois. Mais dans le sens, c'était la suite logique des choses. Je pense que notre génération est plus axée sur le sport que sur les boîtes de nuit. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas aller en boîte de nuit, tu vois. Mais je pense qu'on priorise quand même notre santé physique avant d'aller en boîte de nuit. Ça ne nous empêche pas d'y aller après, quoi. Mais notre génération, tu me diras ce que tu ressens, mais je pense qu'on est vraiment là-dedans, quoi. On est plus sur la génération de nos parents où ils sont pétés le cul au travail, où ils sont souvent abîmés le dos, soucis de santé. Nous on veut pas du tout ça, quoi. Ouais, les gens font attention, il y a le bien vivre, il y a le bien manger, il y a le bien-être. Surtout en Suisse, tu sais, on est quand même assez dans l'aspect santé et tout. Et puis l'autre truc, comment je l'ai vu, je l'ai vu parce qu'en fait, avant d'ouvrir ma boîte et avant de bosser à Fribourg, je bossais pour un patron à Lausanne qui a ouvert du reste une grande chaîne. Après lui, il l'a vendu. Et je l'ai vu lui parce qu'il a fait une croissance de malade. Tu vois, puis tout le monde en parlait tout le temps, etc. Donc je l'ai ressenti à ce niveau-là. Quand tu as des salles qui commencent à ouvrir toutes les 3 semaines, tu sais que tu as une croissance dans un marché, quoi. Il n'y a pas besoin de nouveau d'être un génie pour ça, quoi. Puis d'ailleurs, ça continue, là. Lausanne, ils continuent d'ouvrir des clubs presque tous les mois. Tu as des clubs qui ouvrent. Fribourg, pareil. Incroyable. C'est hallucinant. Après, le marché est déjà saturé, donc on est déjà sur, en fait... mais là, à nouveau, c'est des investisseurs qui sont peut-être jamais rendus sur place, et je te jure, ça doit être ça, et qui sont jamais rendus compte de la réalité du terrain. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que par exemple, à Fribourg, on a énormément de salles, beaucoup de salles courtes, mais c'est des salles courtes qui ne tournent pas, très peu, et les salles qui sont déjà sur place ferment ou tournent quasiment pas. Pour dire à Fribourg, je ne saurais pas te citer une salle qui fait beaucoup de bénéfices. Après, ça peut être le cas à Lausanne. À Lausanne, il y en a encore qui font du bénéfice, à Neuchâtel aussi. Mais dans le cas de Fribourg, moi, je ne saurais pas te citer un club qui fait encore beaucoup de bénéfices. Qu'est-ce qui explique cela selon toi ? Parce que pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne connaissent pas la ville de Fribourg, mais Fribourg, c'est une ville de 30 000 habitants. Une ville de 30 000 habitants qui est aussi le centre d'un canton, donc d'une région. C'est une ville qui est quand même bien placée. C'est une ville où il y a énormément de gens. C'est une ville assez universitaire. Tout à fait. Et du coup, une partie du problème vient de là aussi, c'est que c'est des gens qui viennent pas forcément de la région, qui n'ont pas forcément un abonnement sur place. Après, c'est aussi une population qui n'a pas nécessairement beaucoup de moyens par rapport à Lausanne ou Genève, par exemple. L'autre facteur aussi, c'est que moi, comme j'ai bossé à Fribourg, peut-être tu t'entraînes à Fribourg, au départ, on était quoi, 4-5 fit. Maintenant, allez, il y en a 20. Donc quand tu passes de 4-5 à 20, tu vois, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Le spectre concurrentiel fait que... Et exactement. Puis après, on a aussi beaucoup de concurrents en compte qui sont des grosses entités, donc des fonds d'investissement. Donc les gars, ils arrivent, leur but c'est d'ouvrir 30 ou 40 clubs. La rentabilité, je te le dis, ils s'en foutent, ils en ont rien à foutre. Le but c'est d'ouvrir des clubs pour les refourguer après. Donc, et il y en a plusieurs qui commencent à faire ça. Donc quand tu arrives dans ce type de mode de fonctionnement, ça commence à être dangereux pour l'industrie. D'où ma stratégie au début, comme on discutait, d'ouvrir plutôt en village. Parce qu'en fait, pour une grosse entité, ouvrir un village, c'est pas un gâteau intéressant pour eux. Tu pourras pas intégrer un loco dans un village, ça va pas marcher, les gens veulent pas ça. Et c'est pas le type de business qui serait rentable dans un village. Et puis en plus, il n'y a pas la place. La plupart du temps, une fois que tu as quelqu'un qui est implanté, si tu te implantes derrière, les gens sont plus fidèles. Si tu as déjà un bon emplacement, tu pourras pas concurrencer. Donc voilà, pour moi, en termes de coût de budget, au niveau du coût de loyer, du coût marketing, de la concurrence, pour moi actuellement l'industrie du fitness dans les villages, c'est le meilleur truc en Suisse romande actuellement. Jusqu'ici tu as ouvert que en Suisse romande. Oui. Tu envisages par la suite d'ouvrir en Suisse allemande, Suisse... Alors écoute, tu sais, j'avais participé à un club, justement on en a parlé avant, qui avait ouvert à Romande, dans une ville en Suisse, où j'étais avec plusieurs investisseurs. Eux ils ont continué de développer et ils se développent justement en Suisse allemande parce qu'en Suisse romande ils n'arrivent pas à pénétrer le marché parce que comme je disais avant, il n'y a pas forcément de local, les prix sont très chers et c'est compliqué. Et alors je pense que dans les campagnes en Suisse allemande, il y a quelque chose à faire. Moi je suis pas très allemand pour le moment, je préfère me tenir à mon plan de base et pas dévisser de mon plan tous les 3-4 matins. Après, il faut savoir qu'en Suisse allemande, de manière générale, la concurrence est encore plus forte. Et les gens arrivent encore avec des plus grosses moyens parce que les gens sont plus exigeants. Bien sûr. Donc par contre, les gens ont aussi plus de moyens en Suisse allemande.
Ouais. Donc tout s'équilibre finalement. Mais les loyers peuvent être aussi plus chers à certains endroits, moins chers à certains endroits. Voilà. C'est un marché que je connais aussi moins bien. Le marché roman, je le connais très 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 bien. Ouais. Le marché allemand un petit peu moins. Tu dis aussi que tu veux pas changer de stratégie tous les 3-4 matins. Donc c'est le principe d'être focus justement. Je sais qu'à un moment donné, tu as fait plusieurs choses. Tu as essayé de lancer aussi des programmes sportifs, un business en ligne. Tout à fait. Tu as aussi fait du consulting à certains moments. Tu as accompagné. Alors le consulting, je le fais toujours si tu veux, mais ça se fait plutôt naturellement. C'est genre quand il y a une salle couvre ou quand il y a des projets couvrent. Généralement, comme maintenant j'ai quand même une petite réputation, les gens viennent soit me demander. Il y a plusieurs façons de faire. Après, soit il y a des gens qui me donnent des parts d'entreprise, puis moi je peux les vendre ou les garder à la fin. Soit ils me payent simplement en cash. Il y a aussi l'autre option, c'est que des fois ils ont très peu de moyens, puis ils passent par certains de nos fournisseurs, puis moi je vais me faire rémunérer la commission. Ça c'est quelque chose qui fait encore. Après ça je le fais plus par plaisir que par business, si tu me poses la question. Okay. C'est juste que j'aime ouvrir des salles de sport, donc c'est sûr que si je peux toucher un petit billet pour ouvrir une salle de sport, je vais le faire bien sûr. Ouais, là où je voulais en venir justement, c'est la puissance du focus et le fait que là tu restes concentré sur tes salles de sport. Tu fais un petit peu de consulting, mais finalement c'est comme si ça devenait tes salles de sport parce que tu as de l'equity dans certaines d'entre elles, tu as des choses comme ça. Et comment tu fais le tri face à toutes ces opportunités également? Comment tu fais pour ne pas te dire lui c'est un futur concurrent à qui je vais donner toutes mes compétences, mon savoir, et plutôt de me dire déjà je m'arrange d'être assez bon pour qu'un futur concurrent ne puisse pas arriver. Alors là je vais m'expliquer. C'est pas comme un business en ligne, c'est dans le sens où par exemple si je prends le cas d'Avanche, Alec, du coup si tu veux me concurrencer avant, il faut que tu aies un meilleur emplacement que moi. Je suis à côté de la gare, à côté de la sortie d'autoroute, ça va être compliqué à trouver. Ensuite de ça, le loyer sera forcément 10 fois plus cher que le mien, donc ça va être compliqué ta rentabilité. Et de deux, là j'ai tellement investi que tu vas devoir investir 2 fois plus que moi pour espérer me voler une partie de mes clients. Ce qui fait qu'à la fin, de toute façon, tu ne seras pas rentable. Tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'en fiche, parce que je m'arrange pour être vraiment le mieux placé, le plus anti-concurrentiel possible. Et après, je peux aider quelqu'un. Après, bien évidemment, je vais pas aider un concurrent direct. Je vais aider quelqu'un qui va ouvrir, je sais pas, 10 km, 15 km. Tu vois ce que je veux dire, où il n'y aura pas de conflit d'intérêt, comme on dit. Je me souviens justement de une de tes premières missions de consulting, ou ta toute première mission de consulting, tu m'en parlais beaucoup parce que je te donnais 2-3 conseils autour de ça, c'était assez rigolo. Et il y avait, sans rentrer dans le détail, ou les citer ou autre pour la confidentialité, toi il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu es seul décisionnaire. Et du coup, tu prends les décisions par toi-même, tu avances par toi-même, c'est ce qui fait que tu peux aller vite, c'est ce qui fait que tu es libre. Et c'est un truc qui est assez intéressant, tout cas pour le premier. Moi, je prends des associés maintenant quand j'ouvre des clubs, et c'est des actionnaires minoritaires en général. Comme ça, effectivement, je suis protégé de ce point de vue-là. Après, je demande bien sûr leur avis quand même, mais je pense que c'est important que toi, quand tu es entrepreneur, d'avoir une vision puis de pouvoir l'appliquer sans avoir. C'est aussi pour ça que je vais pas plus vite. Je pourrais prendre maintenant l'option d'aller plus vite en passant par des investisseurs, mais j'ai pas du tout envie de me prendre la tête d'un investisseur. J'ai déjà vécu dans le fait du consulting, et où t'es pas forcément décisionnaire, tu dois trouver des conflits, des fois tu leur expliques des trucs, ils sont obligés de faire la connerie pour dire oui t'avais raison, si je vous l'ai dit les gars, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Et ça j'ai trouvé que c'était assez chiant quand même des fois. Justement, ma question c'était comment t'as vécu ça d'une part, et puis aussi comment les gens vivent et gèrent, selon ta perception et ton expérience du terrain, des conflits d'associés quand c'est des business physiques où il y a potentiellement des centaines de milliers de francs ou d'euros qui ont été investis, où c'est complètement différent que si tu as 2 mecs qui lancent un business en ligne, tu te sépares, et voilà, c'est fini, tu as juste à déconnecter le site et puis fini, terminé quoi. Déjà la première chose c'est de pas avoir 2 actionnaires à 50-50. Déjà t'évites 99% des gros soucis. 99, ouais, franchement exactement. Et oui, excuse-moi, désolé, c'est l'habitude. Et l'autre chose aussi, c'est peut-être tu peux faire un contrat aussi directement d'associé en disant quels sont les rôles de chacun. Comme ça évite les grandes problématiques. Connaître la personne, généralement, si tu t'associes à lui, c'est quand même mieux. Comme je dis, on peut se tromper des fois, mais généralement, t'évites quand même un petit peu les problématiques. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut pas ouvrir des gens qui connaissent, des amis, machin. Je suis pas d'accord. Oui, c'est vrai, il faut pas ouvrir avec tous ses potes, etc. Là, ça va devenir un fiasco total. Mais après, tu peux très bien ouvrir avec un ami, quelqu'un que tu connais du moment où il est compétent et que, tu vois ce que je veux dire, tu sais qui sait gérer, quoi. Donc, je dirais, être majoritaire et puis justement faire un contrat d'associé, puis bien être d'accord sur qui fait quoi, tout simplement. Ouais, complètement. Tes parents étaient des entrepreneurs ? Non, du tout. Ok. Donc c'est vraiment inné, c'est venu comme ça, cette envie, cette volonté. Ouais, je crois. Mais j'ai pas connu, mes grands-parents parce qu'on n'est pas en bonne entente avec, mais mes grands-parents, par contre, étaient des entrepreneurs. Okay. Ils venaient de France et ils ont ouvert plusieurs boulangeries en Suisse. Et ils ont pris leur retraite très tôt. Après, ma maman a toujours été en conflit avec eux, tu vois, donc on n'a pas eu de contact, etc. Mais du coup, côté français, dans la famille, tout le côté que je connais pas, ils sont très entrepreneurs. Peut-être que ça vient de là. Peut-être que c'est peut-être pas. Héréditaire, c'est dans les gènes peut-être. Peut-être. Et tu es né en France, tu es né en Suisse ? Non, moi je suis né en Suisse.
Néo-suisse, ok. Ouais. Je suis un étranger de 2e génération. 3e même. Et justement, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu vois, moi-même j'étais un peu turbulent à l'école, etc. Toi, tu étais, clairement, on t'a dit, soit tu quittes, soit on porte plainte contre toi. Donc pour en arriver à là, j'imagine, tu avais du bien. Ouais, non, mais j'en ai fait. Et tu disais tout à l'heure, moi j'aime bien le côté de crypto parce que c'est un peu anarchiste, c'est un peu hors du système. Qu'est-ce que tu penses du système préconçu et de ce qu'on t'apprend, de ce qu'on t'impose également, et ce qui crée, moi je trouve que ça crée un peu une société d'assistés, ça crée une société un Totalement. peu de flemmard. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est pour ça, moi je te dis, je suis assez anarchiste dans le fond. Déjà quand j'étais gamin, parce que j'étais un petit peu contre le système à l'école, puis je pense que c'est resté. Et moi je suis pas d'accord, je suis pas du tout d'accord avec le système dans lequel on vit. C'est pour ça d'ailleurs que je suis entrepreneur, parce que c'est la façon de recréer ses règles à soi, quoi. Je pense que tu l'es aussi d'une certaine façon, si on ne serait aussi pas entrepreneur, quoi. Et ouais, moi je trouve qu'on est de plus en plus dans un système d'assisté où genre il faut arrêter de foutre la faute toujours sur autrui, sur machin. Le pire, c'est quand je regarde la télé de temps en temps, franchement, je regarde la politique française, ça fait un petit peu la télé-réalité, tu sais. Mais c'est un foutage de gueule absolu, quoi. Les gars, ils sont là, ouais, on veut pas de milliardaires, on veut pas ça et tout, mais vous avez aucune réalité de la vie du terrain, c'est pas possible. Vous comprenez pas le système économique. Enfin, ouais, clairement. Après, je trouve quand même qu'on a de plus en plus d'entrepreneurs. Hein. En vrai, tu regardes en Suisse, en France, on va de plus en plus dans cette direction. Je me pose même la question si dans 20 ou 30 ans, il y aura encore beaucoup de métiers type classique, tu sais, sur du salariat. Hein. Moi, je pense que c'est un petit peu destiné à disparaître. Ça, c'était vraiment à l'ère industrielle. Et puis les gens, maintenant, on a l'ère d'information. Ça aussi, beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Hein. Ouais. Donc, dans l'ère d'information, on n'a pas raison de faire un métier répétitif toute la journée, quoi. Complètement. Tous ces jobs-là, c'est des restes de l'ère industrielle. Et ils sont voués à disparaître sur du court moyen terme. D'ailleurs, je pense que ChatGPT et toutes les IA qui arrivent vont totalement dans ce sens-là. Hein. Ça va arriver très très vite. On ne va pas la sentir venir. Ça va faire du jour au lendemain, renversement, à mon avis. Hein. Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu penses de l'IA, justement ? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Ça va éviter de faire à l'humain des choses qui sont répétitives et se concentrer sur des choses autres, quoi. Après, j'ai conscience quand même que c'est vrai que pour des gens qui n'ont pas un niveau de compétences très élevé ou qui ont déjà un certain âge, parce que par exemple, notre génération, je trouve qu'elle n'a pas d'excuses. Tu sais, elle est née avec Internet, elle a l'information, elle avait tout. Par exemple, la génération de nos parents, de nos grands-parents, je trouve que par contre, il y a des excuses. Dans le sens, c'était beaucoup plus d'être entrepreneur, il fallait chercher l'information, il fallait limite connaître un pote, il fallait la bibliothèque. T'es pas sur le même créneau d'emmerde. Tu vas même créer une société à l'époque, c'était super compliqué. Et ensuite, tu pars ta startup, tu le fais en 3 jours, tu te fais même pas chier, tu signes des papiers, c'est réglé, quoi. Donc voilà, quoi. Ouais. Et typiquement, tu dis, il y a certains métiers qui sont voués à disparaître. L'IA va aussi être un acteur majeur potentiel du fait de faire disparaître certains métiers. Tout à fait. Pour celles et ceux qui se disent, c'est horrible, c'est la fin justement de beaucoup de métiers, c'est une aberration, il faut absolument éteindre la machine et arrêter de l'améliorer, etc. Qu'est-ce que tu leur dis ? Bah écoute, je pense que les gars qui avaient des chevals avant que la voiture arrive, c'était le même bins. Hein. une révolution, c'est toujours ridicule, dangereux, évident, et puis on va pas arrêter une révolution, hein. Sinon à ce moment-là, on ferait rien, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est utopiste de vouloir arrêter ça. De toute façon, ça va être là, qu'on l'accepte ou pas, et il faut juste s'adapter puis penser comment l'exploiter, quoi. Moi, je suis sûr que ça va ouvrir plein d'opportunités, l'IA, et qu'il y aura plein de choses à faire avec, quoi. Ouais. Puis même pour les gens, pour moi, je veux dire, des fois tu sais pas traduire. Moi, tu vois, je parle pas anglais, c'est vite galère, les traducteurs sont pas parfaits. Là, t'envoies-toi ChatGPT. ChatGPT, moi, j'écris pas très très bien, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Là, je dis à ChatGPT, corrige-moi, fais-moi un texte, mais c'est génial. Fais-moi mes contrats. Fais-moi mes contrats, exactement. Ou pour te faire une idée, l'autre fois, j'ai fait une lettre de licenciement avec ChatGPT. Ah ouais, ok. J'étais là, bon, c'est quoi les termes ? Bon, fais-moi un modèle. Et il te fait le truc, et c'est nickel, franchement. Ouais. Je vois pas le problème. Ça va aussi aider beaucoup d'entreprises parce que ça va permettre de baisser, par exemple, des coûts qui sont administratifs ou des coûts sur tout ce qui est, comment tu dis, lié au point de vue fiduciaire, etc. Ouais. C'est toutes des choses qui vont être drastiquement réduites avec les années. Clairement. Donc la personne là qui te mettait des bâtons dans les roues, tu aurais demandé à ChatGPT une belle mise en demeure. Ça l'aurait calmé peut-être. Exactement. Typiquement. Après, écoute, le karma s'est occupé du reste. Non, j'imagine, mais c'est rigolo. Et tu utilises l'IA aujourd'hui au quotidien dans ta vie perso ou dans tes projets ou dans ton business ? Alors oui, maintenant ChatGPT, j'utilise régulièrement. Ouais. Okay, justement, soit pour faire des modèles types, soit pour faire des corrections de photographes, pour faire des posts sur Instagram, parce que tu sais que moi ça me casse les couilles. Ouais. C'est vrai que c'est incroyable. Tu utilises même Notion, il t'écrit ton post. Mais oui, là l'autre jour, je dis fais-moi un post. Je dis écoute, fais-moi un post un peu plus fun quand même. Puis t'as l'IA qui te met plein d'émotes et tout. Je dis c'est génial, tu vois, un employé, il aurait pas fait mieux. Puis en plus, l'employé, ça serait pris à peut-être 20 minutes pour réfléchir comment faire son truc. Lui, il te le fait instant. Tu dis à l'employé d'après GPT, tout le monde est content. Je veux dire, c'est quoi le problème au final ?
C'est juste que peut-être qu'un humain après devra plus manager des IA que ce qu'il faisait lui finalement. Ah, clairement. Mais c'est une suite logique des choses. Hein. C'est clair. Moi, j'ai mis en place un système où, tu sais, avant, les collaborateurs me posaient directement une question. Puis ensuite, j'ai mis en place des managers qui font que les collaborateurs posaient des questions aux managers avant qu'on me pose des questions. Okay. Puis maintenant, j'ai mis en place le ChatGPT oui. avec un compte pro ou même la version gratuite 3 et 3.5 suffisent largement. Oui, ils vont très bien. Et du coup, t'as le collaborateur, il a une question, il pose à ChatGPT. Si ChatGPT n'a pas la réponse, il demande au manager. Le manager demande à ChatGPT. S'il n'y a pas la réponse, là, on me pose la question. Et ça change absolument tout et ça crée quelque chose de beaucoup plus dynamique et t'es plus sollicité, alors sauf pour des sujets très spécifiques liés à des process internes, mais sinon pour la plupart des choses ça fonctionne très bien. C'est super intéressant tous ces éléments et justement comment qu'est-ce que tu as mis en place pour optimiser la façon que tu as de gérer tes business entre la première fois justement que tu as lancé l'entreprise à Avanche et aujourd'hui où justement tu as plusieurs business en actif, parce qu'on sait que les process ça a vraiment beaucoup de valeur. On les sous-estime souvent. C'est ce que je veux dire, c'est quelque chose que j'ai très négligé au début parce que je voulais absolument tout faire moi-même. Puis non, maintenant les process à la vie, j'ai mis quoi? Par exemple, j'ai mis un SAV client en place. Ça, c'est quelque chose qui est super important. C'est quelque chose que j'avais lu, tu sais, il disait quand tu as une petite entreprise, les gens ont toujours, ils veulent toujours faire la petite cuisine. Et au final, c'est parce que tu te comportes comme une petite entreprise. Si maintenant tu te comportes comme une grande entreprise et tu dis aux gens non, faut envoyer un mail, faut passer pour notre RH, vous les contacter. Moi, je gère pas ce type de choses. Tu mets déjà une barrière, donc toi ça t'évite quand même pas mal d'emmerdes. Et puis de deux, tu verras que 8 clients sur 10 vont pas le faire parce que juste ça leur fait chier de faire un mail. Donc t'es là, le problème pas si important que ça pour que tu ne donnes pas la peine de faire un mail. Et puis c'est un process qui te libère vraiment. Ça, c'est un process parmi tant d'autres. Après, on a mis des process de contrôle pour les contrats. Maintenant, je fonctionne sur tablette. Ça enregistre directement sur ordinateur. Enfin, tous les process qui peuvent te faire gagner du temps, finalement, on a mis en place aussi. Où tu peux mettre des postes automatiques avec des petits logiciels aussi. Enfin, c'est tous ces process-là, quoi. Après, je dirais, j'avais déjà un bon process à la base. En fait, moi, c'est relativement simple, mon entreprise, dans le sens n'importe qui peut apprendre à faire un contrat, je pense, en 2 heures. Donc, tu vois, on a mis des process là où c'était nécessaire. Mais des process aussi, des fois, ça n'a pas lieu d'être, ça peut trop compliquer l'entreprise. Et c'est aussi ce que je constate, parce que j'ai la chance d'avoir 2 potes qui bossent dans des grandes boîtes dans le milieu du fitness. Et des fois, on en parle, justement, que c'est super intéressant. Puis ils me disent, des fois, ils mettent des process, mais tu perds 30 minutes, puis tu perds 30 minutes par employé, 3 fois par jour. C'est pas un gain de temps, quoi. Donc il faut mettre des process, mais des process efficaces, simples et utiles. Le 20-80 du process. Exactement, complètement. Une autre question, c'est au niveau de ton marketing, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus finalement. Bien sûr, quelles sont aujourd'hui les stratégies marketing que tu utilises pour remplir tes salles, que ce soit celles déjà en place ou celles tu vas rigoler, je fais beaucoup moins de marketing qu'avant et mes chiffres n'ont pas changé. Au contraire, j'ai augmenté mes chiffres cette année comme pas permis. Donc je pense qu'au bout d'un moment, une fois que tu as une réputation, tu n'es plus obligé d'arroser en marketing non-stop. Ça, c'est super important. Tu capitalises sur un branding. Exactement. Et donc là, on fait moins de pubs. Après, actuellement, j'utilise surtout beaucoup Google Ads. Ça, c'est vraiment le truc, je trouve, qui fait la différence. Mais c'est vrai que depuis que les coûts Facebook, Instagram ont explosé, je trouve ça clairement moins intéressant. Peut-être en faire un petit peu en janvier, justement, pour afficher le branding, mais pas vraiment pour faire de l'acquisition. Et puis, maintenant, on s'amuse. En tout cas, je dis on s'amuse parce que ça n'a pas encore porté beaucoup de résultats. Mais on est passé sur TikTok. On commence à faire justement des vidéos de présentation pour expliquer les exercices, les machines et tout. Ça, c'est vrai que les gens aiment bien. Et TikTok a encore des coûts d'acquisition faibles. Donc là, de ce côté-là, c'est redevenu intéressant. Après, de nouveau, pour le marketing, moi, en tout cas, du point de vue d'un fitness, faut le faire dans des périodes clés. C'est très important. Faut pas balancer un énorme budget marketing n'importe quand, n'importe quel moment de l'année. Ça sert à rien. Tu vas juste perdre de l'argent. Faut vraiment le mettre dans les périodes où tu sais que les gens sont propices à acheter. Puis là, tu viens un tout petit peu appuyer avec le marketing. Et puis ça permet de conclure les ventes ou d'amener plus de prospects du coup, quoi. C'est intéressant que finalement, c'est un business qui tourne toute l'année, mais c'est un business qui, en termes d'acquisition et de pic de croissance, a des saisonnalités. Tout à fait. Par exemple, nous, en termes de chiffres, je peux te le dire, entre septembre et avril, c'est extraordinaire. Après juin, juillet, c'est assez bas quand même. Et puis à partir d'août, août c'est un petit peu moyen, tu vois. T'as quand même 3-4 mois, c'est moyen. Puis janvier, on n'en parle pas. Janvier, c'est stratosphérique. Je pense qu'en janvier, moi, je fais des chiffres d'affaires que certains clubs font à l'année. Je suis à peu près sûr même. Effectivement. C'est assez intéressant et justement, ce truc de faire moins de marketing qu'avant au début, ça marche sur, j'imagine, surtout l'usine à Avanche, mais est-ce que ça le fait aussi sur les nouveaux centres que tu lances? Ça le fait aussi sur les nouveaux centres. Après, comme on disait, tu vois, comme la Suisse c'est petit et tout, dès que tu as une réputation, ça va mieux. Genre j'ai même des fois je reçois des mails, des gens qui me disent ouais, tu veux pas ouvrir s'il te plaît, des gens que je connais pas, ils me disent ouais, tu veux pas ouvrir s'il te plaît à Chaux de Fonds.
Ok. Donc, c'est déjà qu'on a une petite réputation quand même. Et voilà, puis de toute façon, typiquement Saint-Blaise, tu vois, c'est à 15 minutes, 20 minutes d'Avanches, si je prends large. Donc de toute façon, la plupart des gens de la région connaissaient déjà l'usine à Avanches. Et là, quand ils ont ouvert à Saint-Blaise, il y en a beaucoup qui étaient super contents. En plus, après, ils ont accès à l'autre club. Donc c'est crescendo pour les clients, quoi. Ils se disent, je peux aller là maintenant, ils ont refait la salle. En plus, si je veux à l'Avanches, je peux à l'Avanches. Si je veux, je bouge à Lausanne, peut-être je pars à Lausanne dans quelques mois. Ouais, je vois. Comment tu gères aujourd'hui ton quotidien? Est-ce que tu fais encore ces allers-retours entre Orbe, Avanches, Neuchâtel, depuis chez toi, etc. J'essaie quand même de passer 2 heures par semaine dans chaque club pour quand même contrôler tout va bien, discuter un petit peu avec les gens. C'est moins qu'avant, parce qu'avant tu faisais vraiment le matin là. Là, je peux te dire honnêtement, je suis très tranquille. Là, si je dois t'expliquer un petit peu ma routine, le matin, j'ai pris quelqu'un, donc je pourrais ne pas venir le matin comme je faisais avant, mais j'adore venir le matin 2 heures. J'aime bien contrôler que tout va bien, faire mes petits mails tranquilles, etc. Mais on va dire à 9h, je me lève à 8h déjà, donc voilà. Je prends le temps de déjeuner, de me doucher. À partir de 9h, je fais mes mails. Ensuite, je bouge à la salle vers 9h45. Généralement, je bosse 2 heures à bloc jusqu'à midi. À partir de là, je vais manger, puis ensuite m'entraîner. Et ensuite, en partie, j'ai fini ma journée. Puis après, si je fais d'autres choses, c'est soit des rendez-vous, soit des choses imprévues, soit du développement, soit de la visite de club, soit si on doit mettre quelque chose en place. Mais en principe, maintenant, j'ai vraiment une vie très chill, quoi. Et qu'est-ce qui fait justement quand on voit t'es vif d'esprit, t'es hyperactif, il y a beaucoup d'idées qui doivent passer dans ta tête, je pense, à chaque fois. Pour le rester focus, tu vois. Voilà, pour rester focus. Parce que des opportunités, tu dois en avoir beaucoup et tu dois avoir plein d'idées, de trucs. En plus, quand t'as de l'argent, quand t'as des liquidités, t'as envie de sauter sur tout. Mais ça, c'est le truc de l'entrepreneur, je dirais. C'est vraiment je saute sur tout ce qui brille. Et de nouveau, ça, j'ai pas mal de potes. Tu t'es canalisé ? Ouais, j'ai vu pas mal de potes à moi en Suisse faire ce genre de conneries qui avaient des business qui tournaient. Et puis en fait, ils sautaient sur tout ce qui brille. Ouais. Et du coup, t'es là, mec, t'aurais mis la même énergie, même ton temps à développer ton business qui tourne déjà. T'aurais 10 fois plus de résultats qu'essayer de relancer, sortir une opportunité. Alors les opportunités, ça dépend si j'ai le temps et si l'opportunité me fait envie, tout simplement. Par exemple, des fois, là, ce qui arrive souvent, c'est quand des concurrents enfin pas des concurrents, mais quand des clubs font faillite, si tu veux, des fois, il y a les parcs machines qui restent, puis les boîtes de leasing savent pas quoi en faire, donc ils m'appellent directement. Donc ça, c'est cool. Moi, je renégocie avec eux, puis par exemple, tu peux acheter un parc machine qui vaut 500 000 francs dans une faillite, après avoir discuté avec le responsable en question, tu peux le racheter 50 000 francs. Et puis toi, tu peux le revendre derrière 130 000 francs direct. Donc c'est des petites opportunités comme ça je peux faire des fois quand elles se présentent et quand j'ai envie de les faire, parce que des fois il y a aussi un coût logistique, ça veut dire qu'il faut quand même compter dans les coûts qu'il faut venir avec 4-5 employés, un technicien s'il faut démonter une machine pour passer une porte, 2-3 camions, stocker ça peut-être un mois, puis ensuite renvoyer ça chez le nouveau client et voilà quoi. J'essaie de regarder, des fois ça m'arrive tout simplement d'avoir la flemme puis de pas avoir envie de me prendre la tête avec une opportunité, alors je la fais pas, si j'ai l'envie et le temps libre je vais le faire, voilà. Mais je priorise toujours l'usine fitness ou le milieu du fitness, on va dire, comme business. Puis après, les petits trucs style machine, machin, c'est à côté si j'ai le temps, l'envie, tout simplement. Intéressant. Et ces opportunités, comment tu les identifies? Elles viennent à toi aujourd'hui? Aujourd'hui, elles viennent tout de suite à moi. Ouais. Je suis en concurrence. Tu vois, comme on a acheté vraiment beaucoup de machines, enfin, moi, j'ai acheté beaucoup de machines pendant le Covid et puis avec les clubs, etc. Je suis en contact directement avec Coopera, les boîtes de leasing, si tu veux, d'ailleurs, qui font son leasing pour les machines. Et quand ils ont des couilles, comme ils savent que j'ai une boîte assez solide, ils m'appellent, ils me disent bon, écoute, là, ça va pas trop. Est-ce que toi, tu veux reprendre ça pour tant? Puis tu en discutes. Dès généralement qu'il y a un truc, par exemple, je regarde souvent la marketplace, donc des fois, je tombe sur des opportunités, je rachète, je vends. Ou des fois, ça arrive directement que quand il y a des gros trucs, ils m'appellent directement moi, où tout le monde envoie l'article et je suis là, bon, c'est bon. Puis tu sais, c'est tout con, mais pas tout le monde peut prendre l'opportunité parce qu'il faut déjà avoir la logistique pour. Des fois, il faut le cash pour, parce que typiquement, des fois, il faut sortir 50 ou 100 000 francs direct. Et faut peut-être attendre 1-2 mois avant de les récupérer. Donc, tu as tous ces aspects-là qui font déjà, je pense, un bon tri. Puis les gens qui connaissent pas les machines, c'est comme les voitures, les machines. Hein. C'est tout un marché qu'il faut connaître. Ouais. Je prends un truc vraiment con. Une machine blanche, ça va valoir 500 balles. Une machine grise, c'est entre 900 000 300 francs. Ta machine, elle est noire, elle vaut 3000 francs. Ah ouais. Ouais, tu vois, c'est con. Hein, mais pour la même machine. Pour la même machine. Puis après, tu as encore les gammes, comme les marques de voitures. Quelle marque est fiable, quelle l'est pas, quelles les marques demandées, quelles les gammes pas demandées. Typiquement, Technogym aujourd'hui, c'est très surcoté. Les jeunes ne veulent plus du tout, très peu. Enfin, pour les cardio, ça change rien, mais tout ce qui est musculation, c'est vraiment quelque chose qui se vend pas très cher et qui vaut très très cher à l'achat. Donc, tu vois, c'est pas des choses qu'il faut racheter. Ou à l'inverse, du Gym 80, du Hammerstrength, du Prime, des marques un peu plus tendance comme ça, ça vaut assez cher à la vente encore. Et à l'achat, c'est aussi assez cher. Donc, si tu vois une bonne opportunité, tu peux sauter dessus, tu sais que tu vendras tout direct. Incroyable. Et ce marché, c'est un marché assez intéressant. À un moment donné même, tu me parlais du fait que tu avais un projet d'ouvrir un site e-commerce ou une sorte de marketplace. Alors, on en avait ouvert une pendant le Covid. Pendant le Covid, ça a très bien marché, mais dès que le Covid s'est arrêté, on faisait pas de pub. Il faut savoir qu'on avait quasiment... J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu acheter du poids, des machines, etc. Puis on a profité sur ça. Il y avait une pénurie. Une pénurie, exactement. Partout. Moi, je me souviens, j'habitais à Londres à ce moment-là. J'avais dû dépenser au moins 500 pounds, 600, 700 francs dans des poids. C'est incroyable. Et t'as vu
prix. Là, c'est là que tu te rends compte du prix. Puis souvent, là, en plus, on se rend pas compte, mais on achète du matériel amateur. Hein. C'est beaucoup moins cher que le matériel professionnel parce que ça n'a pas du tout la même durée de vie et la même fiabilité. Ouais. Et non, ça, on l'a fait juste pendant le Covid. Après le Covid, je t'avoue que ça s'est drastiquement calmé. Puis en fait, justement, après le Covid, j'ai commencé à avoir des histoires avec des lots de machines. Et puis on s'est plus concentré finalement sur des lots de machines. Ouais, ça, B2B. Bien sûr, ça rapportait beaucoup plus. Tu as tout 20 ou 30 ou même 100 000 francs sur une transaction que plutôt faire, tu vois, vendre, je sais pas, des kettlebells à 70 balles où tu vas prendre 20 francs par kettlebell. Il faut que tu en je sais pas combien pour que ça soit à peu près intéressant. En plus, tu as le retour client. Voilà, exactement. Il y a toute la logistique qui doit être en place. Tu as le site à entretenir, tu as le CEO du site, machin. Il faut contrôler que les fournisseurs soient justes, que le produit arrive en un état parce que le produit peut arriver cassé. En plus, comme c'est des choses lourdes, c'est compliqué. Des fois, les clients ils cassent les couilles. Donc, c'est tout des choses où finalement, je trouvais que c'était pas très, très intéressant, quoi. Après, c'était pour s'occuper pendant le Covid et essayer quelque chose, tu vois. Ça, c'était nouveau, quelque chose qu'on peut essayer sans amener trop de risques ou trop de temps dans cette histoire. Tu vois, si tu es lourde, c'est pas très grave. Ouais, puis en plus, t'avais le temps, t'avais juste à faire des voilà, ouais, c'était crypto, exactement. Donc, t'étais là, bon, j'achète ça, après j'attends et puis fini, quoi. Ouais, faut utiliser les liquidités de la Ledger pour faire des bons placements, les liquidités du compte pour gérer mieux ça. C'est ça. Sinon, il y a d'autres problèmes aussi, entrepreneurs. Là, par exemple, avec le Covid, je trouve, depuis le Covid, c'est l'inflation. Il y a beaucoup d'inflation. Donc, c'est galère de garder beaucoup de liquidités, mais tu dois quand même en garder parce que cette situation est un petit peu plus compliquée que d'habitude. Et moi, je trouve que c'est super chiant, quoi. Parce qu'en plus, typiquement en Suisse, avant l'immobilier, c'était très intéressant. Là, depuis le Covid, mec, tout a pris 30%, les taux d'intérêt sont à 3,5, 4. Je te fais pas un dessin, ça vaut pas du tout la peine, hein, à part si tu vises un rendement sur 10 ans peut-être, ou 20 ans. Faut attendre une année ou deux que ça dégonfle. Pareil pour le marché des actions, tu es sur un rapport au risque qui est quand même très très élevé pour un rapport au gain. Et finalement, là, à part les cryptos ou les business, les business tangibles, je trouve pas qu'il y a beaucoup d'investissement. Enfin, l'investissement est plus aussi facile qu'avant. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, en tout cas, selon ton paradigme, ta perception et ta maîtrise des choses. Selon mes compétences à moi, en tout cas, c'est exactement ça. C'est pas encore. Là, typiquement, je regarde aussi pas mal l'immobilier sur Dubaï. J'ai vu que tu posais un compte de hauteur de 50%, puis que tu rentabilisais ton bien à partir de 5 ans, que les clients payent en une fois. Donc, tu as directement une rentabilité si tu la mets loué à partir de la première année. Donc là, par exemple, je trouve qu'ici au niveau de l'immobilier, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais par exemple, en Suisse, c'est flingué. Ouais, clairement. Et à Dubaï, c'est vrai que c'est intéressant. Je sais pas si tu l'as regardé le podcast sur l'immobilier à Dubaï. Non. Que j'ai fait. Ah, regarde-le. Je vais regarder avec plaisir. Ouais, clairement. Parce qu'en plus, 7 ans, j'y pense. Donc, c'est pour ça que j'en discutais. Moi, je déménagerai pas ici à l'année. Il y a encore 2-3 petites choses qui me dérangent quand même. Mais par contre, c'est vrai que vivre ici 2-3 mois par année, c'est peut-être sympa. Ouais, complètement. Je peux pas te dire le contraire. Super intéressant. Écoute, franchement, c'était génial cet épisode. On a vu beaucoup de choses entre la gestion des salles de fitness, ton évolution, ton parcours personnel. On a même pu parler du sport, du fitness, du mindset lié à ça, des produits dopants. Oui, c'est vrai. Incroyable. On a évoqué beaucoup de sujets, le management également. Oui. Merci pour ça. Merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir d'être là. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet épisode. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont eu au moins autant de plaisir à l'écouter que moi je n'en ai eu à l'animer. Faites-le nous savoir d'ailleurs en partageant cet épisode, en mettant des commentaires sous la vidéo, en mettant des likes, en mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes de podcast. Très important pour qu'on continue à monter dans le classement et qu'on aille chercher ce podium qu'on mérite, je pense, avec le déclic. J'ai une dernière question à te poser. Oui, la question que je pose à chaque fois à celles et ceux qui sont sur le plateau, c'est si on fait abstraction de tout ce que tu as partagé, partage-nous quelque chose que tu n'as donc pas encore partagé dans cet épisode. J'aimerais que tu nous partages quelque chose qui a créé littéralement une sorte de transformation peut-être identitaire chez toi à titre personnel ou professionnel, mais vraiment quelque chose qui tient à cœur, qui a créé la différence chez toi. Ça peut être une citation, ça peut être une frustration, ça peut être quelque chose de positif, quelque chose de négatif, ça peut être une simple phrase. Bref, ça a créé un déclic et ça a fait en partie la personne que tu es aujourd'hui et que tu as envie absolument de partager avant de quitter cet épisode. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin. Alors, ça va être un petit peu triste et un peu simple, mais c'est une to-do list. Alors, une to-do list, elle a respecté. Moi, je trouve que ça fait plus que toutes les belles citations que tu veux, quoi. Je t'ai dit, c'est très simple, mais voilà. J'ai fait une to-do list, respectez-la et tout changera, quoi. Merci, Anthony. Merci à toi, Alec.